Salut à tous. Hello los amigos. Bonjour à tous. J'essaie de me mettre à la marche. Comme vous pouvez voir, on a un guest, on a un invité. Ça devait se faire depuis quelques temps. Il y a eu les fêtes, il y a eu des petits contretemps. Mais il a été très cool d'accepter. Short notice en plus pour le coup. Je l'ai prévenu ce matin pour cet après-midi. Bienvenue à toi Pierre. Merci. D'abord, merci de l'invitation. Ça fait, comme tu disais, plusieurs mois, je pense. Avant Noël et tout, je crois. Début décembre, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, même avec une heure d'avance, on a réussi à faire ça. Donc, c'est cool. C'est top. Plutôt sympa. Donc Pierre, plus connu sous le nom de Better Call Pierre. Pour ceux qui... Je vous invite d'ailleurs à aller regarder un petit peu ce qu'il fait. Très intéressant. Et vous vous doutez bien, on va parler d'immobilier, entre autres. Donc on voulait inviter Pierre notamment pour parler d'immobilier commercial. Ceux qui nous suivent savent qu'on en a parlé assez, je dirais pas régulièrement, mais c'est revenu un petit peu sur le tapis. Et c'est pas forcément un sujet qui est abordé, en tout cas dans la francophonie, on va dire. Donc on voulait ton avis, Pierre, notamment, sur pourquoi, de 2020, on va dire, jusqu'à maintenant, l'immobilier commercial, après un gros boom, et selon toi, j'imagine, ça faisait partie des super coups à faire pour l'investissement à Dubaï. En fait, moi, d'abord, je pense que mon avis sur la question est un peu plus détaillé que les agents immobiliers actuels, parce que j'ai vu l'immobilier commercial qui marchait pas du tout. Du coup, je suis arrivé ici en 2014, fin 2014, début 2015, au moment où les prix du pétrole étaient les plus élevés. Ils venaient d'annoncer l'Expo, c'était Dubaï en mode, la croissance allait comme ça, quoi. Du coup, tout le monde était content, personne ne savait ce que c'était l'Expo, ils étaient tous là, vas-y, ils l'ont vendu la coupe du monde. C'était quelle année ? 2014, fin 2014. C'est ça. En fait, ils ont annoncé l'Expo un peu en mode comme s'ils avaient eu les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Ils ont vraiment vendu le truc, alors qu'à l'époque, il y avait, en 2015, c'était Milan. Milan, ils avaient construit un petit truc avec des chapiteaux limiteurs de leur ville et tout. Et ici, ils ont fait vraiment une ville. Donc, ils ont commencé à construire la ville d'Expo qu'on connaît maintenant aujourd'hui, avec tous les pavillons, tous ces trucs-là. Et la plupart des gens qui viennent maintenant, ils n'ont pas vu ce qu'il y avait. Il y avait plus de 200 pavillons. La plupart ont été détruits pour construire des maisons maintenant. Et du coup, en fait, l'immobilier commercial à l'époque, c'était un truc qui datait avant la crise financière de 2008-2009, où ils avaient commencé à construire de Business Bay, c'était que des tours de bureaux, ça devait être 90% de bureaux. Et il y avait ce besoin en fait, d'entreprises qui disaient nous, on ne vient pas à Dubaï parce qu'on ne peut que louer, on ne peut pas acheter de bureaux et tout. Et du coup, les gens ils disaient tu sais quoi, on va installer une entreprise à Dubaï pour payer des loyers de ouf quand je ne suis pas propriétaire. Tous les Occidentaux n'étaient pas trop intéressés à ouvrir des business ici. Tu as les problématiques de partage d'actions avec les locaux d'ici. Donc, tu pouvais être pas 100% propriétaire de ta boîte. Et du coup, en fait, le peu de gens qui avaient acheté de l'immobilier commercial, ils se sont brûlés les mains. Mais genre vraiment, vraiment bien brûlés. Et du coup, jusque 2014-15, il n'y avait aucun lancement commercial et que des trucs vides et aucune nouvelle entreprise qui venait. L'Expo a fait qu'il y a eu une hype et qu'il y a des gens qui sont revenus, des grosses boîtes, etc. pour aider à développer tout ça. Mais toujours pas de biens à acheter. Et en fait, ce qui s'est passé, comme tu le disais, pour revenir à 2020, le monde s'est fermé sur lui-même et Dubaï a été un des premiers pays à se rouvrir, plus ou moins complexe en fonction d'où tu viens, etc., avec tous les tests qu'il y avait à faire. Mais c'était un endroit où quand même tu pouvais faire tout ce que tu voulais, aller à la plage, etc., alors que dans le reste du monde, tu voulais sortir, il fallait une autorisation. Du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici et qui ont dit mais en fait il faut que j'achète un truc ici parce que si jamais ça se repasse au moins je peux revenir et tu vois j'ai mon visa et on me laissera rentrer. J'ai un plan B quoi. Parce qu'au début ils laissaient rentrer que les gens qui avaient des visas et après il y a les gens qui sont venus en touriste, etc., et donc ils se sont dit si j'achète un truc ici, j'ai un visa de résidence, du coup je peux venir ici en fait. Et après il y a des problèmes géopolitiques à droite à gauche qui ont fait que la plupart des gens ont aussi eu un intérêt à ramener leur business ici soit pour des raisons de taxes ou des raisons de développement, etc. Et du coup ces gens-là, après avoir acheté une résidence, avoir bougé la famille, avoir le visa de résidence, il dit ok, en fait, moi j'ai envie de bouger de mon pays parce que ma femme et mes enfants ou autres ont déménagé ici. Et en fait, c'est mieux ici. Et du coup, ces gens-là, ils se disent faut qu'on crée du business, tu vois. Et en fait, en créant du business, ce que les gens ne comprennent pas beaucoup à Dubaï par rapport à la France, c'est que pour avoir une licence commerciale qui est l'équivalent d'une. Un cabis une CRL, tous ces trucs-là, en fait, d'une création de société, tu as besoin d'une adresse physique. Et tu ne peux pas mettre dans ta maison, tu ne peux pas mettre dans ta boîte postale, tu ne peux pas mettre tout ça. Et du coup, en fait, la taille de ton entreprise va générer un besoin immobilier. C'est-à-dire que si tu es une grosse entreprise, tu as besoin d'un gros besoin, petite entreprise, petit besoin, mais c'est forcément un bien commercial. Et du coup, en fait, il y a eu cette hype de faut créer des entreprises et pas de biens. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que le prix a augmenté. Et tous les gens, ils disaient, mais en fait, je paye super cher mon loyer à Dubaï et tout, j'ai pas de taxes, mais je paye tellement cher dans mon loyer. Qu'est-ce que je peux acheter? Les premiers qui sont arrivés, c'était les Russes et un petit peu d'Ukrainiens aussi, qui disaient, moi je suis là, je veux acheter.
Et donc, ils t'appellent. Moi, je fais un peu de l'immobilier, on va dire, prime du commercial, donc les trucs un peu plus stylés que les petits bureaux dans les endroits un peu moins bien, tu vois. Et en fait, tu fais visiter des tours qui, pour toi, sont bien, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à Dubaï. Et les mecs, ils disent, mais en fait, c'est pourri, Dubaï et tout, il n'y a rien. Ces tours-là, elles sont designées il y a 15 ans. Et l'intérieur, c'est dégueu. Les communs, ils sont dégueux. Les bureaux, le fit-out, tu peux le changer à l'intérieur. Mais on va dire l'expérience pour aller jusqu'au bureau, soit le lobby est pourri, les ascenseurs sont pourris. Et du coup, en fait, ils sont pas captivés d'acheter pour ce qu'ils payent. Et donc, il y a beaucoup de développeurs qui se sont dit, en fait, en recevant tous ces gens qui achetaient du résidentiel, comme la plupart des Français, ils arrivaient, est-ce que vous avez du commercial ? Et en fait, ces développeurs-là, ils disent, on a des retail, mais on les vend pas parce qu'on garde nos pieds d'immeuble, comme ça, on contrôle notre stock de locataires en bas, et puis on vous garantit un supermarché, un pressing, des trucs qui sont viables pour la tour, plutôt que d'avoir des trucs qui n'ont rien à voir et qui servent, par exemple, des agences immobilières ou autre. Et en fait, ces promoteurs-là, ils disaient, mais on a tellement de gens qui veulent acheter des bureaux, c'est un truc de ouf et tout. Et en fait, il fait énormément de terrain à JVC, à Majan, à JVT, un petit peu à Business Bay, qui eux étaient des terrains commerciaux, mais il y avait zéro demande. Donc, soit des gars, ils sont partis, on ne sait même pas qui est le propriétaire du terrain. Soit en fait, eux, ils faisaient des manips avec les entités gouvernementales pour repasser ça en résidentiel, pour pouvoir vendre et récupérer l'investissement sur le terrain. Et du coup, il a fallu ce mécanisme de 1 ou 2 ans qui a fait qu'on s'est retrouvé avec une pipeline de bureaux qui commençait à arriver parce que eux derrière, ils faisaient les démarches pour pouvoir faire des bureaux. Et c'est pour ça que tu vois tous les développeurs, Ellington, Imtiaz, tous les développeurs un peu plus nouveaux, Bingati, etc., qui font des bureaux. Alors que tu regardes Meras, Nakhil, Lemar et tout, ils font pas de bureaux. Eux, s'ils font, ils gardent pour eux. Eux, ils se disent, OK, nous, on fait des bureaux. Si on a besoin d'un prêt à la banque, on montre, on a notre immeuble qui crache des sous parce qu'on est super bien loué. Et on utilise ça comme levier de capitaux. Alors que les autres développeurs, ils se disent, nous, des fois, on n'est pas propriétaire du terrain, on fait une JV, on trouve un gars qui a son terrain à construire, on fait des bureaux, on vend nos bureaux, on passe à l'immeuble d'après. Donc, c'est vraiment une vision différente. Et en fait, du coup, tous ces petits colporteurs qui cherchaient des bureaux, ils ont trouvé des trucs, sauf que la plupart des gens qui leur vendent des bureaux sont des gens qui font du résidentiel. Et tu vas avoir un problème, je peux te le dire aujourd'hui, et tu me diras dans 2 ou 3 ans, j'ai des raisons, mais tu vas avoir un problème dans 2 ou 3 ans quand tous ces immeubles seront livrés, qui va leur trouver leur locataire ? Parce qu'en fait, tu sais comment ça marche ici. En gros, chaque endroit de Dubaï, pour le résidentiel, tu peux aller à louer où tu veux. Tu veux habiter à Marina, tu te laisses le lendemain à Downtown, pas de problème. Si tu crées une entreprise, par exemple à GLT, qui est une free zone, tu vas aller bouger ton bureau à Downtown, il faut que tu fermes l'entreprise là-bas pour en ouvrir ici. Ce qui est difficilement expliqué, ou que c'est un camembert de trucs ou de puzzles, et tu peux pas faire ce que tu veux où tu veux. Et en fait, la plupart des agents qui font du résidentiel, ils pensent que c'est comme un bien résidentiel. Il y a un gars qui vient, OK, vas-y, ça c'est le loyer, merci, tu vois. Donc, tu auras une problématique de qui va gérer ça plus tard. Et après aussi, les problématiques des biens en eux-mêmes, parce que ce que tu vois à l'époque, c'est qu'une tête de bureau, ils disaient, OK, cette tour-là, c'est que des bureaux. Maintenant, la mode, c'est surtout à JVC, c'est tu fais 5-6 étages de bureaux, parce que l'affection plan, il te dit tu dois faire des bureaux et des appartes. Du coup, tu as un petit lobby pourri sur le côté avec un ascenseur pour les 5-6 premiers étages qui sont souvent dans les podiums où il y a les parkings. Et après, le reste, c'est des appartes. Sauf que du coup, tu n'as pas forcément des commerces. Soit tu as des commerces pour les appartes, soit tu as des commerces pour les bureaux. Mais la vie commune, elle n'est pas faite pour. Et du coup, les bureaux, ils disent, ouais, mais OK, du coup, il n'y a pas de visiteur parking. Quand tu vas dans un bureau, tu dois te garer. Tu vois. Ici, on a de la chance, par exemple, dans cet immeuble-là, qu'il y a un visiteur parking. La plupart des tours, ils n'ont même pas pensé à ça, en fait. Là, c'est dingue, ça. Et du coup, tu vas dire, si tu prends un truc bête, mais par exemple, si tu prends 100 mètres carrés de bureau à Dubaï, de manière simple, c'est un peu plus compliqué que ça, mais tu peux avoir 10 visas sur tes 100 mètres carrés. OK, 1 mètre carré, un visa. 10 mètres carrés, un visa. Du coup, si tu estimes que, on va dire, 50% de tes employés ont une voiture, tu as besoin de 5 places de parking. Les autres, ils prennent le métro. Quand il y a le métro, ou les bus ou autre, ça, c'est un autre sujet. Si tu as 5 places de parking, tu n'en auras qu'une. Donc, 4 bonhommes, ils n'ont pas de place de parking. Et il y a 300 bureaux dans la tour. Ouais, c'est un grand classique. Du coup, tu vois des mecs, c'est les chaises musicales, tu les vois sortir avec leur voiture. En plus, va te garer à GLT, c'est... GLT, JVC, tous des endroits qui ne sont pas commerciaux. Il y a eu je ne sais pas si tu avais vu ça à Downtown. En fait, ce qui se passe à Downtown, c'est que tu as énormément de bureaux qui sont connectés au mall, à Dubai Mall. Ouais. Et en fait, ce qui se passait pendant très longtemps, c'est que le mall n'avait pas énormément de trafic. Et du coup, il y avait assez de place pour le parking. Ce qu'ils ont rendu compte, c'est qu'en fait, le matin, tu viens à 8h du mat, toutes les places presque des portes d'entrée, elles sont toutes occupées. Ouais. Et tu dois aller te garer, je sais pas où, parce que tout est occupé partout. Et en fait, ils se disaient, en fait, les gars, ils passent par le mall, ils vont acheter un café, etc. Et puis ils vont aller à leur bureau. En fait, les gars, ils n'achetaient rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant pour être sûr qu'ils bougent leur voiture et qu'ils se garent pas là? Ils ont mis le parking payant. En fait, les gens, ils disent, le parking de Dubaï, mais il est payant. C'est pas vrai, le parking est payant après 4 heures ou 6 heures. Ouais. Si tu viens faire du shopping, ça dépend qui tu es, mais tu restes pas longtemps dans le mall. Ou alors tu fais valider ton ticket.
Du coup, ça empêchait les gens de se garer dans le mall et d'utiliser le mall comme un. On l'a fait, nous, d'ailleurs, parce qu'on avait des bureaux là où il y a Noon, là, où il y a Aston Martin. Boulevard Plaza. Boulevard Plaza. Et on se garait au mall et on est à pied. Et bon, on consommait un peu. Il y avait une entrée, franchement, c'était une entrée secrète. James Bond. Tu rentrais par. Par le bridge. Le bridge. Adresse, voilà. Là où il y a adresse boulevard, c'est ça, l'arc boulevard. C'est ça. Et au lieu d'aller à droite, une entrée secrète, un ascenseur, un truc, c'était vraiment spécial. Du coup, moi, j'avais l'habitude de conseiller les gens en fonction des problématiques de parking, parce que le problème numéro 1 à Dubaï, c'est vraiment les parkings. C'est vrai que tu as des visiteurs, c'est pas intéressant de les laisser. Non, mais c'est une cata, ça peut vite se transformer en cauchemar. Tu as une grosse entreprise, c'est même pas si tu reçois du monde, déjà, si tes propres staff ne peuvent pas se garer. Tu vois, Marina, par exemple, ils ont un gros problème de parking. Par contre, si on parle de Emar, par exemple, Cric, ils ont fait parking souterrain, tout le. Ouais, mais après, c'est pas très occupé. Il faut voir sur le long terme comment ça va marcher. Pour l'instant, tu vois, d'entendre à l'époque, c'était canon. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est juste trop saturé. Ouais, en fait, ce que tu vois, c'est que les entreprises, ils bougent. Moi, j'avais des clients qui étaient à Downtown, ils ont loué 2019, 2020. Les prix, c'était genre rien. T'arrivais, j'aime bien ce bureau, ok. Tu vois, tu peux choisir, c'était genre ce que tu voulais. Les prix que tu voulais et tout, fallait faire les travaux là, parce qu'en fait, les bureaux, ils sont livrés bruts de béton. Donc, tu as toute la partie fit-out. Pareil, il y a plein de gens qui se font entuber par des contracteurs à droite, à gauche. Il y en a, c'est des prix. Ils prennent 50% d'avance et ciao. Et en fait, le gars, il dit, mais. Et voilà, tu vois. Donc, c'est aussi important d'avoir un bon agent qui t'explique tout ça, comment ça marche. Et en fait, du coup, toutes ces problématiques les entreprises ici, ils ont des habitudes. Tu vois, tes employés vont dire, OK, moi, je viens de Dera, du coup, il faut que j'ai le métro. Moi, je viens de ceci, il faut que je puisse me garer. Est-ce que je viens de Sharjah? Il ne faut pas que tu sois trop à Dubai South, il faut que tu sois plus dans le nord et tout. Et en fait, ces gens, ils regardent les loyers, ils disent il faut qu'on bouge. Il y a eu à l'époque beaucoup de gens qui ont bougé à Dubai Hills, notamment toutes les agences immobilières. Tu vois, au Business Park et à Park Ride. Je pensais que c'était vide, moi, ça. Et tout ça, c'est plein, il n'y a plus de place. Sérieux? C'est plein à craquer. D'un coup, en tout cas, moi. Le temps, il passe vite, mais je sais que j'étais passé un moment, c'était fantôme, je suis punaise. Quand ils ont ouvert Dubai Hills, tout ça, ça s'est rempli les 4 premiers immeubles 2021-22. Et les 2 autres, 23-24, maintenant, tu as des développeurs immobiliers ou agences immobilières à tous les étages. Ok. Et maintenant, ils ferment la porte aux agences immobilières en disant on est trop exposé, en fait, s'il se passe un truc dans votre business. On est coincé. Tout le monde a des problèmes et on n'a plus de locataires. Donc maintenant, ils essayent de diversifier. Du coup, c'est Dubai Hills. Après, c'est parti un peu à Motor City. Et tu vois, donc ça s'élargit un petit peu. Et après, si tu penses au petit secrétaire qui gagne 3-4 000 dirhams par mois, lui, il vient en métro, tu dis Motor City, le mec, il me faut un autre boulot en fait. Je vais pas louer une voiture pour venir me galérer et tout. Il peut pas en fait. Et c'est ces problématiques-là que les gens... En fait, ça peut changer l'organigramme, ça peut changer l'écosystème d'une boîte. Si tu peux pas... c'est vrai. Parce que les visiteurs en voiture, ils peuvent pas se garer, ils perdent de temps, perdent d'argent. Le temps, c'est de l'argent dans le business. Tu vois. Donc, le gars, il doit se garer à plusieurs kilomètres, arriver à pied, tout transpirant pendant le... Dubai Hills, il y a des parkings en office? Non, il n'y en a pas, tu dois te mettre au mall. Il y avait un terrain qui est libre, qu'ils avaient mis en parking, et maintenant ils vont construire. Et du coup, ça part dans le mall. C'est loin, le mall, il est pas... L'art d'optimiser chaque bout de terrain, c'est... Après, c'est... En hiver, maintenant, il y a un hiver. Avant, il n'y avait pas trop d'hiver. Mais là, tu sens vraiment l'hiver. Ouais, avec 2 semaines. Prépare-toi, c'est fini. Dans 1 semaine, c'est fini. Non, franchement, ça a duré quand même. Ça fait combien de temps que tu es là? Moi, ça fait une semaine. Il y a 2 semaines, tu étais là. Franchement, on sent, par rapport à... Je me rappelle, avant, tu sentais peut-être 1 semaine, 2 semaines, Maintenant, tu sens vraiment l'hiver. Moi, j'ai l'habitude, il y a une petite dizaine d'années, l'hiver, je me levais pour jouer au golf le matin, il faisait genre 7 degrés et tout. Il n'y a plus ça maintenant. T'avais du froid et tout, le soir, t'étais là en pull tout le temps. Tu sens pas le froid. Là, tu sens pas. Tu te lèves le matin, il fait genre 17, 18. Le soir, ça descend quoi, 12, 15? Le soir, tu sens le froid ou pas? En fait, tu le sens quand le vent vient de la mer. C'est super frais. T'as l'impression qu'il caille, en fait, tu te mets en France, tu serais dans le t-shirt. On le voit avec les touristes. Tu vois, les mecs, ils sont en short, en débardeur. Il y a un gars qui a commenté, je lui dis, il fait trop froid et tout. On s'est assis en terrasse hier soir et franchement, on avait trop froid. Non? Tu te retrouves à mettre les petites blankets. On a l'habitude de la clim, en fait. Ouais, puis les gens, ils s'habituent. Voilà, mais après, quand tu as. C'est tout, c'est parce que t'es pas prêt, en fait. D'habitude, tu prends un petit pull et c'est bon. C'est vrai que c'est une situation. T'as pas l'habitude. Voilà, c'est juste ça. T-shirt tout le temps. Du coup, donc c'est toute cette problématique d'immobilier commercial. Quoi, où acheter, quand acheter, etc. Au final, en fait, la plupart des gens, ce qui est devenu un peu dommage à Dubaï, je trouve, c'est que les gens achètent, ils revendent avant d'avoir acheté. Tu vois, ils se disent, OK, je vais acheter ça, je vais faire ça plus-value. On a fait un podcast hier, on parlait de ça. Je comprends pas pourquoi les gens, souvent dans leur pays d'origine, ils arrivent à se projeter. Ici, tu as l'impression que les gars, ils échangent des cartes Pokémon. Il est à peine rentré, ils pensent déjà à sa sortie. C'est exactement ça. Il y a une cryptoisation de l'immobilier. En fait, le problème, c'est de base.
tu as mobilier, donc ce que tu peux bouger, immobilier, tu peux pas le bouger. Donc c'est censé être un truc long terme, comme ils disent chez les notaires en France, là, acheter un bon père de famille. Voilà. Tu l'achètes pour ta vie, tu le donnes à tes enfants et tu penses pas le revendre. Et ici, les gens, ils sont tous là, vas-y, j'ai pas de sous, j'achète un truc où je peux pas le payer, du coup, je suis obligé de le revendre. C'est exactement ça. Et au final, ils se font pousser par des agents. L'agent, il dit, de toute façon, je te coûte rien. Et le gars, il se dit, il demande jamais, tu sais, moi, les clients, ils me demandent combien tu payes là-dessus. Il se dit, ouais, 5%. Du coup, il se dit, en fait, le développeur, il me vend ça à 1 million et toi, tu touches 50 000. Donc, en gros, je l'achète 950. Ouais. Et il calcule comme ça, c'est quoi l'investissement du développeur dans mon projet, etc. La plupart des gens, ils achètent des trucs pourris, ils demandent 0 question, ils signent, et après, ils se posent des questions. Ouais. Et en fait, la due diligence, ça vient après, c'est français souvent. Et du coup, tout le monde achète tout et n'importe quoi, et ils réfléchissent pas. Ok, si j'achète un truc, déjà, est-ce que mon immeuble, il va tenir 10 ans? Et si jamais je veux le revendre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter? Ils se posent ces 2 questions qu'il faut savoir avant d'acheter. Et ici, j'achète tout, ils réfléchissent jamais. Et en fait, tu te dis, ils n'achètent pas de l'immobilier. Ils achètent une commodité, un truc que tu peux échanger rapidement. Alors que l'immobilier, c'est censé être un truc, tu mets tes sous dedans, tu vas te coucher le soir, tu as ton locataire, tu touches tes sous. T'attends. Et en fait, moi, j'ai toujours vu Dubaï comme un endroit où tu fais de la renta. C'est un pays de renta. Si tu gagnes 7-8%, il n'y a personne dans le monde qui te garantit 7-8% sans avoir de problème de squat, de violence, de sécurité, de problèmes géopolitiques, etc. Où tu te dis, mon locataire, il me paye des fois 1 an d'avance ou autre. Maximum, c'est 4 chèques. Les trucs de 12 chèques, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui prend ça dans les vrais biens en location. Personne ne prend 12 chèques, c'est une galère. Donc, au final, tu achètes ça et tu te dis, si un jour j'ai besoin de le revendre, j'ai acheté un bon truc et je peux le revendre. Je gagne des sous, pas de sous, peu importe. De toute façon, ça sera en fonction du marché. Mais l'argent que tu vas faire, c'est sur ta renta. Il n'y a que ça, parce que tu peux acheter dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est la crise. Au final, tu pourras le revendre moins cher, mais avec ta renta, tu aurais gagné des sous. Les gens, ils disent, ouais, mais j'ai perdu des sous. Mec, t'as oublié que tu as loué pendant 10 ans, tu vois. Ils se disent, le loyer, c'est pour aller faire du shopping. Ouais, c'est vrai. Et donc, au final, tu as toute cette problématique de quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors. Mais tu sais jamais, en fait, c'est l'immobilier. Tu sais pas. Soit essayer de timer le marché. Pareil, c'était un podcast qu'on a fait hier. Très compliqué. C'est pour ça ça fait un peu phrase ça fait un peu phrase de vendeur, mais c'est vrai. Faut rentrer, en fait. Faut rentrer, tu rentres dans le marché. Le moment parfait n'existe pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de momentum en sortie de Covid, en sortie de crise. Et souvent, en fait, ça a été un moment exceptionnel qui a été un peu pris comme si c'était la norme, alors que c'est pas le cas du tout. Effectivement, il y en a, ils ont doublé. Moi, j'ai des amis, ils ont acheté à... c'était où? C'était... Dubai Hills. C'est Damakis. Springs. Ils ont fait des super coups à Springs. Ils ont retapé, ils ont vendu le double, la baraque. Mais voilà, c'était une fenêtre. Et là, voilà, la fenêtre, elle s'est refermée. Donc, comme tu as dit, tu vois, faut avoir un peu les pieds sur terre, rentrer dans le marché, pas acheter n'importe quoi, bien évidemment. Toujours, voilà. Le 5 aussi. Ah oui, bah oui. C'était le meilleur coup qu'il fait. Nous, on avait vendu à l'époque le 5 JBR. Et je pense même qu'il s'est trop pressé, le gars. On a eu un client, il en a acheté 2. Après, il a bien vendu, donc ça va. Il a pris 1 million de margin en 6 mois, je crois. 6 mois. Il a revendu un russe. Mais bon, je pense que s'il l'aurait gardé, ça avait été encore mieux, quoi. Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Quand tu le revends, c'est tous les gens qui disent j'aurais dû acheter avant. Quand t'as acheté, t'as acheté. Ouais, j'aurais dû en acheter plus. Ouais, tu vois. T'as acheté cette action. C'est de la crypto. Hein. Et c'est tous ces gens qui te disent en 2020, ouais, c'est la fin du monde, vas-y, on bazarde tout. Et là, maintenant, ils te disent pourquoi tu m'as pas dit de tout acheter à ce moment-là? Je dis, mec, c'est ta décision. Moi, je te donne des conseils. Moi, j'aime bien tu fais de la vente froide. C'est-à-dire que tu t'expliques des trucs, on te pose des questions, tu réponds aux questions. Si le gars ne te pose pas la question, t'es pas censé savoir ce qu'il veut savoir. Ouais. Donc, tu lui parles pas de ça. Et sur la thématique de quand est-ce que c'est bon d'acheter, moi, le nombre de gens qui m'ont dit je me souviens en 2017-18, tu me disais il faut acheter ces plateaux de bureau et tout. Au final, tu t'assois dessus et un jour, il y aura un locataire. Ils disent, on ne croyait jamais. Et maintenant, je leur dis c'est genre 6-7 fois le prix que ça valait à l'époque. C'est du délire. Ouais, et après, en fait, les gens qui sont ici depuis longtemps, ils parlent en dirham. Ce qu'il faut aussi voir, c'est les gens qui ont acheté avec les bons taux de change. Tu vois, par exemple, en 2015, un euro, c'était 3,8 dirhams. Ouais. En 2020, sortie de Covid, c'était 4,5. Et après, c'était redescendu à 4, c'est remonté à 4,2, sur des gros montants, 4, la différence est énorme. 3,85 aussi entre deux, je crois. Ouais, du coup, ça fait le yo-yo. Et en fait, les gens, ils réfléchissent pas. Et moi, j'ai des gens aussi qui avaient acheté dans un projet qui est un problématique. En ce moment, c'est tous les Français à GLT, Seven City. Et en fait, c'est des gens qui avaient basé leur payment plan sans mettre les sous de côté en se disant j'aurai peut-être les sous, on verra plus tard, tu vois. Donc, ils ont fait le premier paiement à 4,5. Donc, ils ont récupéré la blinde de dirham pour des euros. Après, ça s'est pété la gueule et les mecs, ils disaient en fait, je peux plus payer. Je dis bah ouais, je te l'ai expliqué, tu vois, c'est pas des euros que tu achètes, c'est des dirhams. Donc, si le taux il prend 10-15 points, bah c'est tout, tu payes plus cher, quoi.
Il faut faire ses calculs en fonction. De toute façon, de manière générale, quand tu rentres dans un plan de paiement, si tu es vraiment juste, t'es pas à l'abri de... La première turbulence, ça part dans tous les sens. Il faut avoir un peu des mois d'avance. Je pense qu'il faut gagner bien plus que... Même moi, je m'en suis aperçu. Et c'est vrai que comme tu as dit un truc très juste. Tu sais pas forcément ce que la personne pense. Et il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux. Et nous, on n'est pas des contrôleurs fiscaux. Moi, on n'épluche pas le profil de la personne de A à Z, tu vois. Tu te dis, la personne, s'il rentre dans ce projet avec une telle confiance en lui, c'est qu'il sait que c'est... Même s'il passe 1 mois ou 2 mois un peu compliqués au niveau du boulot, ça va, ça tient. Certaines personnes, non, en fait. Ouais. Dès que le taux de change bouge ou autre chose... c'est cool. Je pense que ça, vous l'avez vu sur les... Moi, j'ai pas mal de clients comme ça. C'est surtout les Français, je pense que c'est une maladie française. Mais en fait, les gars, c'est comme les gars de la crypto à l'époque. Ils regardent toutes les vidéos YouTube qui passent. Ils sont en direct avec tous les développeurs. Ils pensent tout connaître. En fait, ils viennent te voir, toi, pour que tu valides leur achat. Tu dis, mec, t'as pas besoin de moi. En fait, si tu vas l'acheter, va acheter. Au final, tu viens me parler. Je sais très bien ce que tu vas faire. Tu vas aller acheter en direct. Il y en a plein des clients comme ça. Tu dis, au final, tu veux mon aide. Et après, tu dis, ouais, les agents immobiliers, ils aident jamais et tout. Tu les aides pour gratuit. Et après, ils te répondent pas, tu sais. Quand ils ont une galère, au final, j'ai fait ça et tout, tu peux pas m'aider maintenant. Je dis, bah non. C'est vrai. Tu vois, c'est le nombre de clients que j'ai comme ça. Ouais. C'est incroyable. Ah, nous, on a ça et aussi, on avait un petit. Enfin, on a toujours d'ailleurs, on monte aussi des sociétés à Dubaï. Et il y en a plein qui, quand on leur envoie notre partenaire, et ils disent, ah, c'est trop cher. Ou même maintenant, le partenaire, il a fait des prix encore 3 fois moins chers que d'habitude. Et malgré tout, ils passent par quelqu'un d'autre. Et après, ils reviennent. Justement, une personne qui m'a dit ça hier en Instagram. J'ai vu. Il m'a dit, justement, on est passé par quelqu'un d'autre et là, on a des problèmes. En gros, est-ce que tu peux m'aider, tu vois? Moi, j'ai dit, je sais pas, je vais demander au gars, mais je pense pas qu'il va vouloir. Généralement, tu vois, il sait très bien quand tu passes. C'est pas gratuit, quoi. C'est pas gratuit, ouais. Le mec, comment je fais qu'il vit? Il vit à Dubaï, quoi. Il vit à Dubaï, il a besoin de travailler. Maintenant, si tu passes par quelqu'un d'autre, tu donnes voilà. Et nous, on a une espèce de confiance et tout, mais ça se paye malheureusement. Et je pense que on en a souvent parlé avec Abdel. En France, on a souvent l'habitude de tout est gratuit, tous les conseils, etc. Et ici, c'est un peu l'américaine, tu vois. C'est le business, le capitalisme. En fait, moi, ce que je vois, c'est que après, moi, c'est avec mon statut, mais quand tu as ton entreprise et que tu es agent, déjà, les gens, ils pensent que tu es un agent, donc tu es juste là pour répondre à des questions, tu vois. Donc, ils n'arrivent pas à différencier avec qui ils parlent. Genre, moi, je rencontre des gens, tu leur mets tout sur un plateau. Ils te traitent comme rien. Tu te dis, mec, j'aimerais bien que tu ailles voir d'autres gars et que tu te dises, en fait, tu as rencontré Dieu, tu vois. Tu es le seul gars qui va t'aider dans ta vie et tu penses que moi, je suis pas là pour t'aider. Donc, au final, tu as tous ces gens-là. Et en fait, le problématique, c'est que de base, moi, ce que je vois comme ça, tu es un consultant. Donc, tu es là, en fait, pour aider les gens à répondre à des problématiques. La plupart de ces gens-là, ils pensent que du coup, toi, tu es payé que quand il y a un deal. Sauf que si le gars, il fait pas de deal avec toi, tu n'es pas payé. Donc, des fois, tu dis, bah voilà, pour tout apprendre, moi, je fais ça des fois avec des clients. Les gars, ils viennent, salut, je viens de France, je suis jamais venu et tout. Ok, pas de problème. Tu factures, je sais pas, 10 000 dirhams. Tu dis, je te fais un tour de Dubaï, je t'explique tout. Le jour où tu achètes, je te rends tes sous. Et là, tu vois si tu as un vrai client devant toi. Parce que si le gars, il est pas prêt à mettre des sous pour apprendre des trucs, c'est bon, en fait, tu as qualifié ton client. Et la plupart des gens, tu les qualifies juste par payer. Tu vas voir un avocat, l'avocat dit, c'est genre 200 € l'heure. Le gars dit, ok, vous êtes avocat, je vous paye. Tu vas avoir un notaire, pareil, tu vas avoir n'importe qui, pareil. Tu dis, chez un immobilier, gratuit. L'information. C'est incroyable. Toi, tu es là depuis 10 ans, tu connais plein de trucs que lui, il pense en tapant sur ChatGPT ou Google, il va avoir les mêmes infos que moi. Et au final, tu lui dis, il faut payer. Il dit, non, je paye pas. Mais ça, tu penses pas que c'est le fait qu'il y a énormément de contenu autour de l'immobilier à Dubaï et qu'en fait, il n'y a pas, si tu veux, les clients, en tout cas les prospects, n'arrivent pas, si tu veux, eux-mêmes à qualifier leur interlocuteur. En gros, pour certains, ils n'ont pas compris. Bon, après, c'est pas un podcast sur les mauvais clients, machin. Non, c'est pas ça, tu vois. C'est des généralités qu'on voit et qu'on doit faire avec aujourd'hui. C'est la réalité du marché. Mais comme tu as dit, tu as pris les bons exemples, avocats, etc. En fait, toute expérience se paye. Parce que toi, tu es là depuis 2014. Moi, je suis arrivé en 2011, lui en 2009. En fait, toutes ces années-là, ça vaut quelque chose sur le marché. Mais pour les gens qui ont de la jugeote, ils le comprennent, ça. Mais pour les autres personnes, concrètement, tu ouvres TikTok ou Instagram. Si toi, demain, tu fais une vidéo moi ou un mec qui est arrivé il y a 2 mois, certaines personnes ne feront pas la différence, en fait. Si le gars s'exprime bien et peut-être mieux sapé que nous, limite, il va peut-être avoir plus de crédibilité que des mecs. Et c'est même pas, on est des vieux aigris, on vend, on n'a pas de souci, tu vois. C'est juste un état de fait. Les réseaux sociaux ont fait que, à la rigueur, les podcasts, ça va parce que c'est du format long. Tu as le temps de développer une idée. Mais sur un format court, le mec qui maîtrise ce format-là, je t'ai dit, ça fait peut-être 2 semaines qu'il est arrivé sorti de l'aéroport tout frais. Il a la fougue, tu vois, mais
Ouais, après, c'est des opportunités, mais après, comme dans tout, je pense que les gros clients, les vraiment gros clients, ils traînent un peu sur les réseaux sociaux, mais ils feront jamais de messages, ils vont t'appeler. Moi, j'en ai beaucoup. Mais ils m'appellent direct, tu vois. J'ai vu ton numéro sur Instagram, ils t'envoient pas de message, comme ça, tu connais pas leur compte et tout, tu sais pas qui c'est le gars. Et en fait, eux, ils vont te tester, mais ils vont te tester bien. Genre, ils vont t'éponger pour savoir si ils vont travailler avec toi. Parce qu'ils n'ont pas le temps de savoir est-ce que je vais tester 10 gars et au bout de 10 gars, je choisis, tu vois. Donc, ils épongent, et j'achète. Moi, j'ai des clients, tu es avec eux pendant 5-6 ans. Et après, ils disent tiens, je vais acheter. Tu dis, tu vas acheter en fait, c'est trop bien, tu vois. Genre, tu savais pas qu'il allait acheter, mais c'est juste parce que le gars, il est sympa. Tu sais que c'est peut-être une connexion pour plus tard, où il t'a apporté d'autres trucs, t'as appris des trucs, t'as bien mangé, en fonction, tu vois. Et c'est que du réseau. Et en fait, le problème maintenant, comme tu disais sur les réseaux sociaux, c'est que les gars, ils sortent de l'avion, ils veulent tous vendre des penthouses. Moi, je suis arrivé ici, on disait, tu fais du leasing, tu vas apprendre comment ça marche, tu vas faire des Ejari et tout, comme partout en fait. Tu apprends tout en bas, tu montes, tu galères, après on te fait passer en vente, et après tu choisis ce que tu veux faire. Tu choisis ton îlot où tu veux travailler ou tu travailles sur tout. Parce que la plupart des agents, ils sont super spécialisés sur un truc, comme à l'époque, marché secondaire, vu qu'il n'y a pas d'off-plan. Les gars, ils disent, vas-y, je suis spécialiste Spring, je suis spécialiste je sais pas quoi. Maintenant, ils sont spécialistes de tout et donc de rien. Parce que tu peux pas tout connaître, c'est impossible. Moi, je le vois, je fais des vidéos un peu éducatives sur Dubaï. Il y a des endroits, je mets des vidéos, je me dis, bah, en fait, si moi je suis là, je pense qu'il n'y a personne qui se dit, quoi. Genre, je me montre des endroits, je me dis, putain, mais j'ai jamais vu de contenu là-dessus. Donc, il n'y a personne qui vient là. Alors que tu vois, par exemple, tu as des bêtes d'endroits, genre International City, tu as genre 40 000 logements là-bas. Tu te spécialises là-dedans, il n'y a que des Chinois, si tu es le seul qui est européen. Tu as toujours des boîtes qui ont besoin de staff accommodation, des trucs comme ça. Tu peux faire plein de sous. Mais en fait, les gens, ils veulent pas bosser. Moi, quand je suis arrivé ici, je faisais l'immobilier d'entreprise générale. Parce que commercial, tu as de l'industriel, tu as plein de trucs en fait. Du coup, je suis arrivé, j'ai dit, OK, il y a quoi dans le commercial? Tu as des terrains, tu as des hôtels appartements, des bureaux, des commerces, des entrepôts, des camps de travail. Du coup, je me dis, tiens, je vais aller faire des camps de travail. J'arrive ici, il y avait que des Indiens qui faisaient ça. Je commençais à mettre des petites annonces sur Property Finder, tu vois, tu loues des chambres et tout, parce que par exemple, tu as une boîte de plomberie, tu as 10 plombiers, bah, faut les faire dormir, tu vois, il faut qu'ils dorment à un endroit, donc tu loues une chambre, tu en mets 5 dans une chambre, 5 dans une chambre, et ils vivent dans un camp qui est partagé avec plein de gens. Et au final, le gars qui cherche, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Comment tu cherches ça? Impossible. Tu dis, ouais, comment je vais pas les toquer, tu comprends rien, il y a des gens partout et tout. Donc j'ai commencé à faire ça. Et mes clients me disent, c'est incroyable qu'il y ait un gars comme toi qui fasse ça, tu vois. T'arrives là-dedans et tout. Je m'attendais pas. Il disait, ouais, t'arrives dedans. Bon, après, c'est crade, tu vois. C'est la partie de Dubaï qui est un peu différente, mais il y a du business. Les camps de travail, c'est les trucs où tu fais le plus d'argent. T'as des rentes à 15-16%, c'est incroyable. Il n'y a personne qui veut toucher ça parce que c'est compliqué. Tu vois, t'as un aspect humain, t'as les problèmes peut-être avec la municipalité, tu vois, il y a des trucs à gérer qui sont différents. Mais au final, faire ça, ça t'apprend ce que tu veux pas faire. Et le problème des gens maintenant, c'est qu'ils veulent tous faire des vidéos, arriver et vendre tous des trucs de ouf partout, faire plein de commissions et pas de travail. Ou alors, moi je le vois aussi avec mes vidéos, c'est que tu as des gens qui se disent bah tiens, lui a fait une trop belle vidéo, je vais faire pareil, je vais la mettre, tu vois. Et ils prennent des raccourcis. Et donc, toi, tu es là, tu bosses. Moi, en fait, je m'en fous en fait, de ces gens. Mais tu as toujours des gens qui sont là pour essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et toi, tu es long terme. Tu veux, comme ton achat immobilier, tu vois long terme. Ils sont là à court terme. Tu as toujours des gars en court terme, ils font des petits millions par-ci par-là. Mais quand ils perdent des sous, tu les entends plus, ces gens-là. C'est comme les gens qui te disent à Dubaï, c'est trop bien, tu peux pas fermer ta porte, tu laisses tout ouvert et tout. Le nombre de gens qui se font cambrioler et qu'après, tu les vois pas sur les réseaux sociaux, je me suis fait cambrioler, t'inquiète pas. Hein. Ça existe. C'est comme partout. Il y a la culture de la good news ici. Tous les trucs un peu comme ça remonte pas. C'est trop bien. Et le reste, ils en parlent pas parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils se disent, en fait, je sais pas, si on te livre une porte avec une clé, c'est que ça sert à quelque chose, tu vois. Je crois que le podcast, il va commencer par ça. Je vais mettre un petit truc cambriolé. C'est comme ça que tu vas garder les gens jusqu'au bout. Après, tu vois, c'est de rétention. C'est tous des trucs comme ça que tu apprends. Parce que c'est un ancien, c'est pour ça. Ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais, quand moi j'ai commencé, tu sais que je sais pas, en chinois. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai commencé en 2009 dans une Powerhouse Properties. Maintenant, il s'appelle PH. Ok. Ah ouais, je me souviens. Le logo vert, vert, PH avec vert. Il y a que des Anglais et tout et quand j'ai commencé, c'est ça, tu commences, tu fais la location, tu veux quel quartier? Marina, ok, Marina. Après, je me rends compte que Marina, c'était grand à l'époque déjà, mais je me dis, comme par hasard, j'ai des clients qui, je leur fais visiter Marina et après, à la fin, ils veulent aller à JLT. Donc, je vais commencer aussi JLT. Donc, j'ai fait Marina, JLT et après, je commençais à me développer, tu vois, La Palme. Mais c'était compliqué, hein. Franchement, tu travaillais beaucoup, tu gagnais pas beaucoup d'argent. Et après, c'est là quand j'ai une opportunité de bosser, avoir un taf avec un salaire
Voilà, quoi. De manager. Ouais, un truc stable voilà, où t'as pas trop de stress et t'as tes week-ends, quoi. Voilà, Ouais. voilà. Après, j'ai bossé dans l'export, mais j'ai fait ce que j'ai appris à l'école, tu vois, mon diplôme, en fait. Mais c'est vrai que l'immobilier, à cette époque-là, si j'avais tenu, voilà, si j'avais tenu, il y a le mec qui faisait de la vente, et à la fin, j'avais même des hôtels à vendre. J'avais un mec qui me proposait des hôtels. Et petit à petit, tu fais des gros contacts, tu vois. Mais là, maintenant, comme tu dis, le marché, il a changé. C'est du off-plan, et la clientèle, c'est pas la même. Surtout si on est en francophone, c'est plus pareil. Là, c'est que des gens qui veulent faire un coup, enfin, allez, on va dire peut-être il y a 30% d'achats patrimoine, famille, qui veulent léguer à ses enfants, etc. Mais la plupart, c'est des gens qui veulent acheter maintenant, revendre. C'est comme la crypto. Ouais. Sauf que c'est pas pareil. C'est pas liquide. L'immobilier à Dubaï, c'est pas liquide. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Après, si tu as la chance, tu tombes sur un projet comme le Five. Il y a des projets Meras. Et encore, il faut les analyser parce que. Il faut déjà pouvoir l'acheter. Voilà, c'est déjà pour l'acheter. C'est qu'avoir un bien, c'est déjà super chaud. Tu vois ce que je veux dire. T'as aussi des projets Emar pour y aller. Pareil, c'est une queue de fou. Maintenant, à l'époque, en 2005, après jusqu'à 2008, il y avait des tickets à acheter. Et c'est des tickets qui se vendaient comme ça par personne. Donc, tu avais un ticket pour avoir le droit d'acheter un appartement. Et quand on avait un, tu pouvais le revendre à 30 000. Après, l'autre, il le vend 50 000. Et à la fin, le mec, il achète. Spéculation même sur le ticket. Ça spéculait. Mais après, ils ont mis une loi comme quoi tu dois d'abord payer 30% du bien total pour pouvoir le léguer, etc. Ouais, après, c'est bien, c'est ce qu'ils apprennent de leurs erreurs ici. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, les mentalités, elles ont changé. Et je pense qu'elles sont encore en train de changer, là. Donc, maintenant, est-ce qu'on va revenir un peu dans le off-plan ou pas, tu vois, dans le secondary market? C'est une bonne question. Ça va arriver. Le problème, c'est que la plupart de ces gens-là, une fois qu'il faut louer, déjà, il y avait à l'époque, tu as dû le voir, il y a beaucoup de Français qui avaient acheté Paris 2014-15. Il y avait toute cette espèce d'opacité sur le fait que quand tu achetais un bien en Dubaï, tu avais direct un compte en banque. Je sais pas si tu viens de ça. Ils disaient, t'as un title deed, tu vas à la banque, elle regarde, ils disent, mec, on s'en fout en fait de ton studio à 400 000 dirhams, on va pas t'offrir à l'époque, c'était 1,5 million, ou je sais plus, il y avait un minimum. Du coup, les gens, ils achetaient. Ok, je suis français, j'achète mon studio. Ok, je suis venu en vacances. Comment j'encaisse mes loyers maintenant? Et c'est là, comment je fais mon locataire? Il n'y a pas de visa, il n'y a rien. Tu n'as pas de compte. Comment tu fais? Tu donnes les sous. Il y a un agent, il garde tes sous. Il se barre avec tes sous. Donc, c'est toutes ces problématiques. Et les gens, en fait, ils laissaient les trucs vides. Ils revenaient en France. Ils disaient, ouais, la France de Dubaï, c'est éclaté. Il ne faut pas acheter là-bas et tout. C'est pourri. Et ils font que te niquer. Tu vois, ils te prennent juste tes sous. Et tout ça a changé. Maintenant, les visas, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Je pense qu'il est problématique parce que du coup, ça a ouvert la porte à un peu tout le monde a un visa. Ce que j'aimais bien à l'époque, c'est que le Golden Visa, c'était un Golden, tu vois. Maintenant, tu as l'impression que c'est le Visa bronze ou autre, tu vois, un vieux métaux tout pourri parce qu'ils le donnent à tout le monde. Et ils commencent un peu à crémer vers le bas. Mais après, ils ont besoin de gens qui ont des résidences, qui ouvrent des comptes, qui déposent des sous. On fait du mass market. Donc voilà, il faut développer ça comme ça. Mais sur toutes ces problématiques des échéances de temps, etc., il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça continue à changer. Et sur l'aspect secondaire, primaire, tout ce qui va arriver sur le marché devrait être loué. Parce que les gens qui achètent, comme tu vois, en patrimoine, eux, ils vont vouloir louer. Après, tu as tous ces gens qui font de la rénovation, tous ces trucs-là. Et moi, je vois, par rapport à ce que tu disais, toi, j'ai énormément de gens qui cherchent un bon agent. Ils trouvent pas. Ils disent c'est ouf et tout. Tout le monde veut faire de la vente, personne ne fait de la location. Ouais. C'est impossible de trouver un bon agent. C'est vrai. Hein. Moi, j'ai donné, il m'appelle, il dit tu fais ça? Je dis bah ouais, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Ouais. Non, mais tu sais quoi? Tu peux pas trouver. Tout le monde est agent et personne travaille en fait. Moi, j'aime bien louer. Je fais un appart. Enfin, je fais un appart ou un quartier par an. Tu vois, j'ai quasiment fait tous les quartiers à Dubaï. Ok. C'était quoi le pire? Le pire quartier? Ouais. En termes d'expérience. Oh là là, attends. Après, ça dépend parce que Shoba, t'as pas kiffé de fou, hein? Shoba, j'ai pas vraiment. Enfin, ouais. C'est plus l'appart le problème. Il est en construction encore. Tu vois, il y a pas de commerce quand je venais d'arriver. Il y avait pas le Spinneys. Après, il a ouvert. J'aime bien me prendre des salades à Spinneys, manger des trucs et tout. Ouais. Ça, c'est ton époque d'agent immobilier. Et donc c'était toujours en construction, on va dire, Shoba, tu vois. Par contre, le pire quartier, franchement, je vais te le dire, j'ai habité en période de crise, j'ai habité un peu à International City, c'est le pire quartier. Ouais. J'ai aussi fait, en période de crise, j'ai fait Coloc, GLT Gardens, c'est Discovery Gardens, et avant il y a Gardens, c'est le pire quartier, des cafards partout. Ouais. Après j'ai aussi fait JLT, cafards partout, truc. Non, j'ai fait des trucs éclatés en 2009, 2010, 2011, c'était des périodes un peu creuses, compliquées de business, tu vois, wannabe, tu vois. T'as pas fait la petite coloc à JBR comme ça? J'ai fait JBR, j'ai fait coloc, j'ai fait Marina coloc, non, le Barcha j'ai fait aussi, j'ai fait Ticom coloc. Non, mais là, pour revenir à ce que tu disais, les agents immobiliers, en secondary market, c'est devenu compliqué. À l'époque, au moins,
ils te contactaient, c'est bon, la porte elle est ouverte, tu peux y aller, tu vois. Ouais. Tu rentres, tu visites l'appartement, et voilà. Parce qu'en fait, les agents, ils ont plus le temps de faire un client, une visite, un prospect, une visite. Parce qu'ils savent très bien que à la fin, ils vont visiter 10 appartements, ils vont en prendre un, donc à la fin, c'est une chance sur 10. Ouais, t'es à la marina, le gars il dit je cherche à d'entendre maintenant, ma femme elle veut d'entendre. Tu vois. Mais c'est pour ça, franchement, les agents, tu peux les comprendre. Tu peux les comprendre, parce que le problème, c'est que ça nivelle tout le niveau par le bas. Parce que il n'y a pas de loyauté au niveau des clients. Le mec, l'agent qui fait de la location, il a peur de bosser pour rien. Ça, c'est beaucoup d'allers-retours, tu transpires. Il y a beaucoup de frustration. De toute façon, c'est un métier. Ouais, mais il faut se focaliser. Tu fais ta zone en fait. Si tu veux faire que ta zone, c'est tout. Moi, j'avais les agents de sécurité de Marina qui m'appelaient, JLT qui m'appelaient. Ouais, Ben, tiens, j'ai un truc et tout. Ok, j'arrive, je prends des photos. J'allais prendre des photos, je les mettais sur. Mais en ligne, pas demander à rien et tout. Voilà, moi, c'était à l'ancienne. Tu viens, tu prends tes photos, tu la donnes à la secrétaire de chez PH à l'époque. La secrétaire, elle les met en ligne. Et limite, je prends les photos d'autres personnes et je les mettais dans mon truc en ligne. Tu vois. Des fois, j'avais tellement de propriétés à louer que je pouvais plus me déplacer partout. Enfin, j'avais la flemme. Ouais, tu sais, tout ouvert. Voilà. Ouais. Et en plus, la marina à l'époque, il n'y avait pas de parking. Enfin, il n'y avait pas de payant. C'était pas payant. Donc, en fait, tu pouvais te mettre où tu veux à truc. Il n'y avait pas de flic, il n'y avait pas d'amende à cette époque-là, en 2011. Tu garais la voiture où tu voulais, où tu veux. Et tu revenais au bout de 2 heures, ta voiture elle est là. Elle nettoyait les voilà, après, non, tu avais des petits trucs là de massage. Ouais, les cartes. Je sais pas si ça existe toujours ça. Non, je crois qu'ils ont fait un peu le ménage. Ça m'a toujours étonné parce qu'il y a les numéros dessus, c'est tellement facile de se trouver les kits derrière. Genre, t'appelles le gars, tu mec, tes cartes. J'ai vu le gars, le mettre devant moi. Je fais, si moi je l'ai vu avec toutes les caméras qu'il y a ici. Et puis, tu sais, il les aligne. Toute ta porte, sur la même vitre, t'en as 4-5. C'est la seule chose que tu retrouves, pas d'amende, rien. Tu vois. Et ouais, je passais tout mon temps. En fait, le business du secondary market, c'est un business de volume. C'est du volume. Tu brasses beaucoup de volume. Et le problème, c'est si tu es super fort pour pouvoir analyser. J'ai oublié le mot, comment on peut dire, pour en fait sonder ton client. Il y a un autre mot. Mais pour pouvoir sonder ton client ou ton prospect, pour savoir est-ce que ça. Bon, aujourd'hui, j'ai 10-15 personnes. Pour le qualifier, pour savoir. Qualifier, c'est le mot que je cherche. Pour qualifier les 10-15 prospects que tu as, parce qu'une journée, une vente, ou une journée, une location, tu vois. Donc à la fin, tu passes ton temps à faire ça et en fait, tu passes ton temps à qualifier en fait. Au bout d'un moment, quand tu commences à être semi-successful, tu vois. C'est intéressant. Ça. Ouais, mais après, moi, je le vois même sur les. Tu vois, par exemple, je pense que le plus gros désavantage d'acheter à Dubaï, c'est que tes coordonnées, elles sont genre dispersées dans la nature. Fois je sais pas combien de personnes. Ouais. Tu as des gens que tu connais pas qui t'appellent tout le temps. Et en fait, avant, les gens, ils t'appelaient, ils disaient salut Ben, est-ce que ton appart est dispo, tu vois. Je cherche à louer, je cherche à le vendre. Maintenant, l'appel que tu vas avoir, typiquement du même gars, salut Ben, ouais, t'as un appart, tu veux pas acheter autre chose? Genre, ils s'en foutent en fait de ce que t'as. Ils veulent juste t'acheter autre chose. Ils veulent même pas vendre. Alors que moi, je me souviens à l'époque, quand je commençais les bureaux, les gens, ils disent ouais, database des bureaux et tout. En fait, moi, j'ai jamais appelé une database de ma vie. Genre, je suis pas du tout comme ça. Et en fait, du coup, au bureau, ils avaient toujours des gars qui appelaient à droite à gauche. Ils disaient, tiens, lui, il y a des bureaux, il y a des bureaux, il y a des bureaux. Donc, en fait, tu appelles un client qui est déjà en recherche, tu vois. Tu appelles le client, salut et tout. Ouais, salut, c'est Pierre, je fais des bureaux. Ouah, tu fais des bureaux, trop bien, personne fait des bureaux et tout. Et tu récupères un stock de ouf. Parce qu'en fait, ces gars-là, on leur vendait que du résidentiel. Il n'y avait que ça à faire. Et du coup, tu as toute cette qualification de ok, c'est un gars qui parle, qui sait faire des bureaux, il sait de quoi il parle. Et en fait, il y a très, très peu de gens qui peuvent faire ça. Et du coup, tu es super qualifié. Dans le résidentiel, bon, tu sais, c'est assez facile, tu vois, tout le monde peut le faire. Tu n'as pas de problématique d'entreprise, de taxes. Maintenant, corporate tax, VAT, tous ces trucs-là, les gens, tu leur parles chinois. Ouais. Mec, la VAT, elle de 2018. Tu n'as toujours pas enregistré ta compagnie avec la VAT. Des gens, ils hallucinent. Tu vois, le loyer, VAT. Quoi? Mais il n'y a pas de VAT sur les loyers, il n'y a pas de taxes à Dubaï. Tu hallucines, tu as des réponses à ce que... Toi, tu leur expliques comment c'est, tu les aides, et ils te disent non, tu connais rien. Ok, vas-y, je connais rien. Salut. Corporate tax, pareil. C'est depuis l'année dernière. Mais là, les gens qui vont se faire bombarder de trucs qui ont déclaré, qui ont déclaré eux-mêmes et tout. Il va y avoir des retours de bâton. Donc voilà, c'est tout. Surtout s'ils utilisent un système AI qui va commencer à tout sonder à la minute, à la seconde près. À la fin, ça va beaucoup changer, beaucoup de choses qui vont changer. Donc ouais, c'est... Déjà, ça a déjà commencé à changer. Les gens, maintenant, ils réfléchissent à 2 fois avant de monter une société à Dubaï. Ouais, et puis tu vois, je sais pas si tu as une société à ton nom. L'année dernière, pour la corporate tax, je crois que tu reçois un message toutes les semaines. Est-ce que tu as enregistré la corporate tax toutes les semaines pendant 6 mois? Non, c'est incroyable. Et après, ils t'envoient ton mail perso, ton mail pro. Et ils t'appellent, des appels automatiques. Est-ce que vous êtes enregistré tout? Ça s'arrête pas. C'est vrai que c'est spécial. Donc, après, on passe de 0 taxe, 0 ni...
Et imagine s'ils mettent la taxe sur le. On appelle ça la taxe sur le salaire. Ouais, mais après, de toute façon, ils peuvent, parce que sur les employés, tu payes en WPS. Donc, c'est pour expliquer aux gens, c'est le système où en fait, t'envoies tes salaires sur un truc bancaire gouvernemental qui est renvoyé à l'employé. Donc, en fait, ils voient si tu as payé ton employé. C'est Wages Protection System. C'est ça. Du coup, en fait, ils savent combien tu payes, si tu l'as payé en temps et en heure, etc. Et du coup, en fait, ils pourraient faire un impôt à la source super facile. Ouais. Ça passe par là et ça ressort avec un peu moins de l'autre côté. Et franchement, s'ils le font, à ton avis, les gens ils vont partir de Dubaï ou ils vont toujours rester En fait, moi, je le vois d'une autre façon. C'est que, étonnamment, tu vois, par exemple, juste un truc simple. Quand tu loues un appart en France, on te demande 2 choses. On te demande d'abord ton dossier, qui tu es, combien tu gagnes, est-ce que tu es un bon locataire, en gros. Et une fois que tu as les clés, une assurance de location. En gros, s'il y a une merde dans l'appart, tu es responsable. Ouais. Ici, à Dubaï, on ne te demande jamais. Ouais. Aucun des deux. Donc, en gros, on te dit, OK, l'appart, c'est autant. Tu donnes des chèques. Le gars, il n'a aucun moyen de savoir si les chèques ils sont en bois ou pas. Parce que de toute façon, vu que c'est des chèques pour plus tard, ce qui est illégal en France, il saura que plus tard s'ils sont encaissables ou pas. Et après, l'assurance, le propriétaire n'a pas d'assurance. Le locataire n'a pas d'assurance. L'immeuble, il peut potentiellement avoir une assurance quand il y a des feux, des trucs comme ça. Mais s'il se passe un truc en interne, c'est de ta faute, tu vois, des trucs bêtes qui arrivent souvent ici. Mais ton chauffe-eau qui pète, n'importe quoi en fait. Ouais. Tout ça, c'est pas pris. Donc, t'as plein de gens en fait, ils pensent même pas à prendre une assurance. Ils arrivent ici, c'est trop bien à Dubaï, on paye rien. Nulle part. Et moi, je vois des gens, t'as des gens, je sais pas, ils font un truc chez eux, il se passe un problème, ils perdent plein de sous. Genre, tu vois, typiquement, t'as le feu. Ouais, ou même la moisissure. Tu vois, par exemple, tu pars en vacances, t'as certains immeubles qui sont très mal isolés. Si tu laisses la clim trop ou trop basse, tu rentres chez toi, c'est une champignonaire. Il y a des champignons partout. Tu peux tout jeter, tes meubles, tes habits, tu jettes tout. T'as pas d'assurance, bah tu repayes tout en fait. Ouais. Alors que si t'avais une assurance, tu peux aller faire justifier qu'il y a un problème et tout gagner comme ça. Donc tu commences à avoir des systèmes quand même sur le gouvernement où en fait avec l'Emirates ID d'un locataire, tu peux voir si le gars il a eu des problèmes liés à ses locations antérieures. Donc tu peux déjà faire un check-up sur les entreprises pareil. Et après aussi tu as des gens qui vont voir le credit score du client. C'est-à-dire qu'ils vont regarder si tu as ton credit score et c'est une expérience que j'ai eue sur une tour à Sheikh Zayed Road où c'était des bureaux et en fait le propriétaire demandait toutes les infos sur l'entreprise, etc. Ils sont allés voir le credit score du client et ils ont dit on ne peut pas vous louer. Le mec avait tous les sous qu'il fallait, c'était bon business et tout. Et en fait, il dit comment et tout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne voulez pas louer ce bureau? Ils disent ouais, il y a 3 ans, vous avez bounce check. Du coup, interdit compliance, ils ne veulent pas de vous. Incroyable. Donc le gars, il essaie d'expliquer, tu vois, il dit moi je veux louer le bureau en fait. Il dit ce qui s'est passé, c'est que j'ai payé mon loyer par transfert et j'ai demandé au propriétaire de me rendre le chèque. Elle ne l'a pas fait. Le propriétaire, il était déjà passé à la banque, il a encaissé le chèque. Donc forcément, il n'y a plus assez de sous parce que les loyers, c'est comme concession aussi. Du coup, le chèque il est passé. Il n'y a pas eu de procédure parce que le propriétaire, il a bien vu qu'il avait déjà été payé. Il a payé, je sais pas, 500 dirhams de bounce check, récupérer le chèque et fini. Sauf que ça reste dans ton historique. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut expliquer aussi aux gens, c'est qu'ici, t'as beau être dans le futur au niveau de plein de choses, les chéquiers, déjà, est-ce que tu as déjà vu des gens signer, moi je vois des baux qui sont signés pour 5-6 ans, avec 4 loyers par an, 4 paiements par an, de la TVA en plus de 4, le loyer, tous ces trucs-là, les mecs ils signent genre 40 chèques. Est-ce que tu as déjà vu des gens faire des chèques ici? Ils sont là, ils galèrent parce que déjà, juste pour la signature, la signature est un tout petit bouquet différent. Ça nous est arrivé des dizaines de fois. Ça. Et tu as des bounce checks qui se passent en non-signature, ça va dans ton casier financier, tout ça arrive là-dessus. Et qu'ils ne savent pas écrire. Le nombre de gens, ils viennent de l'étranger, ils doivent écrire un montant comme ça, en anglais, ils savent même pas comment ça s'écrit les chiffres, ils savent parler anglais mais ils savent pas écrire, avec des virgules, des décimales et tout, et les mecs, ils savent pas l'écrire. Et ils vont te dire, tu as des cas des fois où ce qui est écrit dans les chiffres match pas exactement ce qui est écrit dans les lettres. Du coup, refusé. Et ils on demande, nous, ça nous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ma signature de l'Emirates ID, elle date donc de 2011. Et c'est vrai que parfois, quand tu le fais dans le SPI, tu n'arrives pas à faire exactement la même. C'est bounce. Après, il y a une application bancaire qui aide, justement, ils appellent au téléphone et tout, mais si tu passes par une autre banque comme Emirates NBD et tout, ça bounce et c'est pas génial. Ouais, en fait, les banques en ligne, elles sont mieux que les banques de l'époque. Ouais, et puis après, tout le monde n'a pas un conseiller, comme tu pars en France, un gars appelé. Ouais, t'appelles ici Emirates NBD et tu arrives à avoir quelqu'un, t'es champion du monde. Il n'y a personne qui te répond. Quoi. Ça a changé. Donc, AI à 100%. Mais c'est vrai que ce que tu dis par rapport au propriétaire, là maintenant, quand tu loues un office, un bureau, il faut vérifier que tu peux vérifier en ligne, il y a une application.
tu vérifies en fait si ton proprio il a payé les service charges. Parce que s'il n'a pas payé les service charges, toi tu payes ton chèque, il encaisse tout, et à la fin tu n'as pas le moving permit. Pourquoi? Parce qu'il a toujours pas payé les service charges. Ouais, mais après maintenant ça c'est bloqué. Tu le sais avant, en fait, parce que quand tu fais Ejari, ça bloque Ejari. Tu peux même pas avoir Ejari. Mais malheureusement, avant que tu fasses Ejari, il faut payer le chèque. Il encaisse le chèque avant de faire les Ejari, tu vois. Ça dépend des propriétaires. Après, tu en as certains. En fait, nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est que tu mets une date antérieure. Du coup, le chèque, il est après. Et comme ça, le gars, il a son Ejari, il peut faire tous ses papiers et tout. Et il part pas. Parce que c'est aussi la problématique de tout ça. C'est que dans un bail de location d'1 an, souvent, les gens, ils restent en moyenne peut-être 1 an ou 2. Mais tu perds les 10 premiers jours pour rentrer à l'appart. Et à la fin, le gars, il te dit faut que l'appart soit peint et tout, tu vois. Donc, tu repères encore. Tu as quasiment un mois de perdu sur les. C'est vrai, sur les additionnes. Donc, tout ça. Et les gens, ils en prennent pas compte. Ils rentrent dedans, ils disent. Tu sais, c'est pareil, ils appellent un gars pour faire les rideaux et tout, ils disent c'est tout pas cher. Et en fait, ils se disent les gars, ils sont impossibles à gérer. Je dis bah ouais, tu prends des gars pas chers. Les gars pas chers, ils parlent pas anglais. Il va pas venir les gérer, il faut être derrière, tu vois. Faut le comprendre. Non, mais c'est vrai que maintenant que tu te mets à la place de quelqu'un qui vient d'arriver, s'il passe pas par les bonnes personnes, ça peut vite se transformer en cauchemar. Ne serait-ce qu'essayer de comprendre les accents, comprendre la mentalité de Dubaï, qu'il n'y a pas la culture du non. Même si un mec ne sait pas, il va préférer te donner une réponse floue plutôt que de dire non, je sais pas. Et tout ça, mis bout à bout. Tu vois, moi, j'habitais dans une villa à Springs en 2023, je crois, 22-23. Et après, j'ai bougé à Burj Khalifa, location. Donc, pareil, je devais quitter l'ancien parce que le propriétaire, il l'avait vendu. J'avais genre quelques jours pour quitter et j'avais signé Burj Khalifa. Et comme par hasard, j'ai pas vérifié, je ne savais pas encore, j'ai pas vérifié que le propriétaire, il n'avait pas payé les frais de service charge. Et à la fin, ils m'ont pas donné l'autorisation de rentrer à Burj Khalifa. Donc entre deux propriétés. Moving permit, mais par contre, j'ai payé one check. J'ai payé full one check. Et donc j'étais là, mais mon propriétaire, il me demande de partir, tu vois. Et Burj Khalifa me dit dis à ton propriétaire de payer, à ton nouveau propriétaire de payer. Donc j'ai contacté, un agent au milieu. Comment? Il y avait un agent au milieu. Il y avait un agent au milieu, il l'appelait aussi le propriétaire. Au Canada, le proprio, c'est ça ouais, souvent, s'ils ne payent pas à Bourges, ils ont des problèmes parce que Bourges, eux, ils te mettent au tribunal direct. Ouais. Genre, après, moi, parce que j'avais vécu aussi là-bas en 2018, et comme je connaissais le directeur, je l'ai texté, je lui ai dit écoute, j'ai payé et tout. Il m'a dit je vais voir ce que je peux faire. Après, ils m'ont laissé rentrer, ils m'ont laissé bouger. Mais sinon, si je connaissais pas ça, j'aurais été bloqué et j'aurais dû faire un case sur mon propriétaire. Après, à la fin, il a été gentil, le propriétaire, entre guillemets. J'ai perdu peut-être 7 jours. Et il m'a remboursé 7 jours sur le prochain truc. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'est un préjudice, déjà, moral. Ouais, après. Tu payes cash et tu veux pas rentrer chez toi. Donc... Après, ce que tu vois aussi, c'est qu'en fait, je pense que en fonction d'où les gens viennent, tu vois, par exemple, si tu fais ce genre de truc en France, il t'arrive rien pendant quelques années, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ici, le système, il est très, très procéduré. Et maintenant, si tu payes pas, les gros développeurs, Nakhil et Meras, tu payes pas les service charges, le lendemain, ils te bloquent ton bien. Genre, ton locataire, il peut plus rien faire. Les access cards, elles sont bloquées. Le bien, tu peux plus faire des jari, tu peux pas le vendre, tu peux rien faire. Minority Report. C'est un poids mort. Donc c'est trop bien parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça force les gens à être en règle. T'as des gens, ils utilisent ça en ligne de crédit. Ouais, de toute façon, les charges de l'immeuble, tu vois, je sais pas si tu le voyais à l'époque, mais t'as des immeubles, la moitié des ascenseurs, ils marchaient pas. T'avais la fail list avec tous les gars qui avaient pas payé. C'était genre la shame list. Il y a tous les gars qui payaient pas et t'arrêtes dans l'immeuble. La moitié est rouge. Tu fais une visite avec un client, tu dis achète pas là, mec. T'achètes là, t'es le seul à payer tes charges, t'as zéro bénéfice. Parce que les autres, ils payent pas. Et en fait, ils se disent tous, effet boule de neige, vu que personne paye, je paye pas. Et après, l'immeuble, c'est une ruine en fait. C'est ce qui est arrivé. Tu sais qu'ici, il y a eu quelque chose comme ça similaire dans cet immeuble. En sortie de Covid, il y a eu quelque chose comme ça. Parce que le building management, il n'est pas génial sur certains aspects. Donc, les propriétaires ont voulu se faire justice eux-mêmes. Bon, s'ils me traitent comme ça, moi aussi, j'arrête de payer. Mais bon, c'est peine perdue. C'est un combat que tu vas perdre. Et tout le monde fait ça. Et après, comme tu dis, ascenseur qui commence à déconner, les toilettes pas. Tu commences à avoir un cafard par-ci par-là, plus de pest control. Puis tous les loyers, ils tombent, les locataires, ils se barrent. Et voilà, après, c'est fini, quoi. Comment ruiner un immeuble en quelques temps. Et pour revenir à l'immobilier commercial, on parlait tout à l'heure des bureaux. Tu as fait un peu de retail également, boutique. Ouais. Tu peux nous donner un petit peu... Donc retail, pour expliquer comment ça marche simplement par rapport en France. En France, on a plein de mots complexes sur les 369, les fonds de commerce, les baux 369, les baux professionnels, le pas de porte, tous ces trucs-là. Bon, ça n'existe pas trop ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après 80% du marché du retail est propriété de soit développeurs, soit entité gouvernementale, style plus ou moins gouvernemental, plutôt semi-gouvernemental, genre Majid Al Futtaim, Emar, Nakhil, tous ces trucs-là. Donc, c'est des gros mastodontes du retail.
eux, ils vendent jamais. Ils gèrent eux-mêmes leur mall. C'est un marché qui est très poussé mall. Ou alors, on va dire community center, les petits trucs. Ou plutôt les bords de mer, la mer, JBR, etc. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est que comment tu rentres là-dedans, tu soumets un profil d'entreprise. Ils regardent un peu ce que tu veux, ce que tu as ailleurs, etc. Ils disent oui ou non. La grosse problématique des Français que je rencontre ici, c'est qu'ils se baladent dans un mall, un peu comme tu feras en France. Ils disent ce truc-là est dispo, je veux me positionner dessus. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, s'il est dispo, c'est que soit ils attendent un retailer particulier parce qu'il n'y a que des gars de chaussures aux alentours, tu vois, et donc ils ont une idée en tête, ils veulent ce truc-là à cet endroit-là. Donc des fois, ils nous contactent en disant je cherche telle entreprise pour aller à tel truc-là et je suis prêt à laisser vide pendant tout le temps parce que je veux que ça bénéficie cet endroit du mall. Après, les malls, en fonction du passage, de ces trucs-là, les loyers sont différents. Par exemple, à Dubai Mall, en fonction d'où tu es, etc., les loyers sont différents, du passage, de la visibilité. Donc, c'est tous des trucs que les gens ne comprennent pas trop. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est si tu es nouveau à Dubaï et que tu veux ouvrir un business, oublie les malls, ça ne sert à rien parce que déjà, tu vas perdre ton temps. Les loyers, c'est exorbitant. Et ce n'est pas forcément là où tu vas gagner de l'argent parce que tu dois payer un loyer plus un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et si tu ne peux pas assez de chiffre d'affaires, ça dégage. Genre, tu vois, ils ont accès à tous tes comptes et tout. Donc, il y a beaucoup de marques qui sont en perte, hein, c'est juste pour avoir un positionnement. C'est juste le showroom pour la façade, etc. Après, ici, ils commencent à vendre beaucoup en ligne. Donc, en fait, c'est le magasin de chaussures. Tu essayes tes chaussures, tu les achètes ailleurs, elles sont livrées le lendemain, tu vois. Mais ça a été la même chose en France. Ils ont perdu beaucoup de commerces comme ça. En fait, les commerces sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui achètent même des meubles, ils veulent voir à quoi le meuble ressemble et après, ils l'achètent, tu vois. Donc, il y a toute cette problématique-là. Même si AI, ça te donne une vision, tu sais pas le matériel, tu vois. Là, tu t'achètes cette table-là, tu sais quel type de bois c'est et tout, tu vois. Donc, après, les promoteurs, forcément, dans d'autres quartiers, style Business Bay, JVC, là, c'est quand les tours sont individuelles, et ben, chaque promoteur est en liberté de vendre ou pas ses commerces. La plupart des promoteurs, ils sont pas ce qu'ils appellent... ils font pas de foncier. Donc, en fait, ils gardent pas leurs biens, ils vendent tout. L'intérêt, c'est de vendre toute la tour. Du coup, si tu compares par exemple CityWalk et Business Bay, CityWalk, ils ont vendu tous les apparts, mais tous les pieds d'immeubles sont restés propriétés. Donc, si tu veux CityWalk, il faut passer par Meras, que en location. Donc, si tu veux acheter des biens immobiliers retail, il faut que tu ailles sur des développeurs qui font de la vente à l'unité. Ce qui est très limité, parce que eux, de base, soit ils ont un investisseur qui achète toujours tout leur commerce, un gars qu'ils connaissent, etc., qui négocie pas, soit ils te disent... nous, on veut bien, mais on va te mettre des règles dans les statuts du bien, donc dans le règlement de copro équivalent, tu vois. En mode, tu peux faire que cette activité à cet endroit-là, parce que nous, à côté, on fait un café, donc on ne veut pas que tu fasses un café. Ce qu'il faut regarder, c'est les terrasses ici, elles ne sont pas gérées par les immeubles, elles sont gérées par la municipalité. Donc en fait, si tu veux un extérieur, il faut aller faire la demande et tu payes, comme la plupart des villes en France. Donc tu n'as pas une terrasse à toi dehors. Et après, il faut bien regarder aussi ce qu'ils appellent dans les biens immobiliers commerciaux, gross et net. Donc en fait, souvent, les biens commerciaux, quand ils sont vendus chez le développeur, ils te vendent gross area, qui est la totalité de ton bien plus les communs. Mais il faut bien les regarder sur les plans, parce que c'est la net area. Parce que des fois, vu que tu as un bien en rez-de-chaussée, ils te mettent plein de communs dessus. Donc il faut bien regarder ça, parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir comme ça. Savoir que c'est brut de béton, la plupart sans façade, c'est-à-dire qu'ils ne te mettent même pas les vitres. Donc ils te mettent des panneaux de bois et après tu fais ce que tu veux, si tu veux être toute vitre. Donc ça, tu as ça à savoir. Et après que forcément, en fonction de la zone où tu vas l'acheter, il faut savoir quelle sera la licence du locataire. Si tu achètes à JLT, tu sais que tu auras un locataire en free zone. Les licences free zone, elles coûtent plus cher. La compliance derrière, elle est plus chère. Donc tu auras moins de clients potentiels qui vont aller louer ton bien. Toutes ces choses-là. Et après, il faut voir aussi, comme tu expliquais par rapport à Shoba, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qu'on construit autour, quels sont les commerces autour, quels sont les prix, les qualités des tours, etc. Parce que ce qui est bien pour l'investissement retail, qui est vraiment un super achat, si tu arrives à avoir des choses, que c'est super dur. Tu vois, par exemple, une tour, tu as 400 habitations, tu as 2 retail. Et pour aller 400 apparts, c'est plus ou moins compliqué en fonction des développeurs. Mais les retail, tu oublies, c'est genre, ils sont même pas mis en vente. Donc, il faut avoir des connexions à l'intérieur. C'est qu'en fait, si tu penses bien tes trucs, par exemple, tu veux ouvrir des supermarchés, si tu trouves un locataire qui ouvre un supermarché, tu peux lui acheter des retail partout parce que chaque tour, c'est un marché unique. La tour, il y a 400, il y a toujours un gars avec un panier qui va aller en haut, en bas et qui va livrer la tour. C'est vrai. Même s'ils n'aiment pas, si c'est que ce soit Carrefour, Grandiose, ou même s'ils s'en tapent, il y a un côté tellement pratique. Il y a besoin du lait et il s'en fout d'où il vient le lait, en fait. Il va le faire livrer en haut. Donc ça, c'est des top trucs, mais c'est très, très difficile. Ils sont durs à choper. Ouais, c'est très, très dur à choper. Ou alors dans des immeubles pourris. Mais ça, c'est pareil, c'est compliqué parce que les immeubles pourris,
l'accessibilité, elle n'est pas top, les biens, ils sont pas top, le courant électrique est très important. Tu vois, par exemple, si tu veux ouvrir un rez-de-chaussée commercial type supermarché, ils te donnent souvent entre 10 et 20 kilowatts. Tu fais rien avec ça. Tu allumes comme ici des lumières, tu fais un peu d'ordi, tu mets la clim, mais dès que tu mets un frigo, tu fais sauter le compteur. Donc, c'est toutes des problématiques qu'il faut bien réfléchir avant d'acheter. Ça va être quoi la puissance? Qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là? Est-ce qu'il n'y a pas de réglementation? Parce que la plupart des gens, ils achètent sans trop réfléchir. Et après, tu as aussi beaucoup de gens qui, comme ils payent des fortunes dans des bureaux, typiquement l'immobilier. L'immobilier, en ce moment, je crois qu'il y a à peu près 6000 agences immobilières. C'est-à-dire que c'est des licences. Ils peuvent avoir des branches, ils peuvent avoir plusieurs biens sur une même licence. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils essayent de trouver des alternatives au bureau parce qu'ils se disent, on est dans un bureau, les gens, ils viennent pas nous voir parce qu'on peut pas se garer, parce qu'on est dans un endroit pourri, etc. Du coup, pourquoi on fait pas une agence en rez-de-chaussée comme en France Comme un retail, une agence pignon sur rue. Là, et est-ce que tu en vois? Tu en as déjà vu à Dubaï? Très peu, j'en ai vu une, je crois que c'est Driven, ils ont ouvert à... Pas mal. Et la Palme à... Quand tu vas sur le Golden Mile. Golden Mile, il y en a 3-4. Also Pen, Also Farm, ils sont tout alignés comme ça. Donc ça, Nargil, ils regrettent de l'avoir fait, parce qu'en fait, ils auraient pu avoir plein de locataires, des galeries d'art, des trucs intéressants pour la communauté. Le gars qui habite au-dessus, il s'en fout qu'il y ait une agence immobilière en dessous, tu vois. Donc il y a eu un petit peu à Creek. Ouais, Creek, il y a Driven, ils ont aussi un à Dubai Hills, ça c'est pareil, c'est des erreurs où à l'époque il n'y avait rien de dispo, donc les gars démarrent, ils se sont dit de toute façon il n'y a que eux qui veulent, on va leur donner, et là ils regrettent de l'avoir donné, donc renouvellement de bail, tu peux être sûr qu'ils ne seront plus là, donc ça ils essayent de virer, et du coup en fait c'est toute cette idée de comment on peut optimiser l'utilisation des retail pour faire autre chose, sauf que la plupart des tours, ils ne vont pas t'autoriser à aller faire ce qu'ils appellent du service, pour une communauté plus large que l'immeuble en lui-même. Ouais, ils veulent que ça bénéficie, que ce soit un circuit fermé. En fait. C'est ça. C'est pas con, parce qu'au final, ça ramène de la valeur ajoutée. Tu prends un quartier Sharjah, Arada, tu vois, le promoteur Arada, ce qu'il a fait dans le quartier Al-Jada. J'y avais pas cru au départ, on m'en avait parlé il y a longtemps, il faut le voir pour le croire. En fait, ils ont ramené une vraie valeur ajoutée. Sharjah, les gens qui ont déménagé là-bas, c'était toujours par souci économique. Parce que concrètement, c'était moins cher. Là, actuellement, je connais des gens qui ont largement de quoi payer un bien à Dubaï. Ils vont là-bas, notamment par rapport au fait qu'il y ait tout ce retail de qualité, tu vois, sur lequel il y a eu un vrai droit de regard. C'est pas genre, comme tu disais tout à l'heure, les gars ont vraiment décidé. Ils n'ont pas juste vendu ça ou loué ça au plus offrant. Ils ont un vrai cahier des charges avec les marques qu'ils veulent, le type de café, le type de salle de sport, tout est vraiment... Et au final, sur le long terme, ça marche. Même Imar, clairement, ça a été une de leurs... Tu prends les quartiers d'Imar, tu retires tout le retail, c'est pas forcément... Ça donne pas le même rendu, quoi. Ouais, et puis tous leurs petits malls, ils sont pleins. Et en fait, eux, tu vois, moi, je le vois dans ce que tu dis, tu as des gens qui essayent d'entrer à Dubaï. Et du coup, ils disent tous, faut acheter Dubaï Mall, il faut prendre un truc à Dubaï Mall. Tu vois, tous les conseillers, ils disent, va prendre un truc à Dubaï Mall. C'est débile, mais c'est fou. Ils arrivent à knock-knock, Emar, je veux un truc ici. Regarde, ok, vas-y, non. On te donne Dubaï Mall dans 3-4 ans. Si jamais tu prends ça et ça, qu'on n'arrive pas à louer, si tu fais des bons chiffres là-bas, on réétudiera Dubaï Mall. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, ils arrivent à tester des marques et voir ce qui marche pas. Ah, c'est bon. Tu vois, par exemple, tu as dû voir le café Pitts Café. Ouais. Maintenant, il a ouvert en grande pompe. C'est Pitts Café. C'est pas un truc, c'est pas à la barre? Si. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a vu comment il faisait tous ces retailers de café, etc. Il a sécurisé les meilleurs emplacements de tous les malls. Sur un Dubaï Mall, ils sont en face de la fontaine en bas. Ils sont à Dubaï Hills au milieu. Ah, ça qu'il y en a deux à Dubaï Mall, ils en ont deux. Après, ils en ont un au milieu de Dubaï Hills, où il y a l'espèce de sculpture là. Ils en ont un à Marina Mall en bas. Donc tous les points de passage corner, ils sont toujours là. Facile, c'est ton mall, tu mets ton café là. Le gars qui achète du café. C'est la stratégie Amazon. Starbucks est souvent fermé à l'intérieur, etc. Là, c'est tout ouvert. Ils font un truc différent. Il a appris comment font les gars dans son mall. Et au fur et à mesure, ils ouvrent des boîtes et ils font eux-mêmes. Mais le café, le produit, il n'est pas... Après, c'est un café. Soit tu es connaisseur, c'est comme les gars qui vont acheter du vin. Et si tu connais pas. Parce que tu l'achètes plus cher au moins. Mais c'est vrai que c'est un sujet, ça aussi. Mais je te dis franchement, je ne sais pas si c'est si c'est un business model qui va s'accentuer, parce que ça risque de faire mal à beaucoup de retailers. Parce que c'est vrai que quand tu as le propriétaire du mall lui-même qui commence à développer des marques comme ça, bah, comme tu dis, il va prendre les emplacements de choix. C'est comme les promoteurs gouvernementaux, semi-gouvernementaux. En général, ceux qui ont les meilleurs plots, les meilleurs emplacements. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est la stratégie Amazon. Amazon, ils font la même chose. Ils ont laissé
les gens comme les businessmen, quoi, on appelle ça Amazon FBA, de prendre des produits, les vendre, les tester, les vendre. Ce qui fonctionne. Et après, ils ont tous les Ils voient data les chiffres. et ils disent oh, ce produit, il coûte pas cher. En plus, la marge, elle est de temps. Je pense que si on mettait nous-mêmes, vu qu'ils ont accès à un marché chinois de producteurs incroyables, eh ben, ils ont lancé plein de produits. Ouais, ou alors il nique la visibilité de l'autre gars. Voilà, il a toutes les reviews, il a tout. Mais après, tu le sais, ça c'est facile à trouver, mais en fait, tu as quelques grosses. Quand ils ont créé Dubaï, en gros, ils ont dit toi, tu vas faire des voitures. Tu vois, ils ont fait ça comme ça entre eux. Ce qui était plutôt bien fait, parce que du coup, ça leur permettait de contrôler que tout le monde ne va pas manger dans l'assiette de l'autre. Et en fait, si tu regardes Majid Al Futtaim, quand tu vas au cinéma, ils ont tellement de marques maintenant, ils font même de l'immobilier. Et Mars, pareil, ils ont plein de trucs à la barre. Il a plusieurs entreprises avec plein de biens. C'est lui qui est Americana, je crois, un truc ouais, de ils ont quoi? Ils ont Thanks God It's Friday, TGIF, tous ces trucs. Ils ont plein de trucs. Et en fait, ils ont pris des franchises à eux. Et en fait, la plupart des gens, ils sont intelligents. Si t'as une franchise de ouf en France, tu vas pas aller t'associer avec Abdel, tu vois. Tu vas aller voir à la barre et tu te dis, toi, t'as plein de mots. Et du coup, en fait, c'est comme ça. Plus ils sont gros, plus ils attirent de gens. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est de la captation. Du coup, les malls, tu as peut-être une dizaine d'entreprises. C'est tous des locaux. Ils savent tous gérer leurs trucs. Ils savent comment faire. Toi, tu arrives là, faire un fit-out dans un mall, c'est une horreur. Les temps de travail sont très limités. Tu as des pénalités de ouf. Si genre ton employé il va en retard pour ouvrir le shop, tu as des pénalités. Il faut que tout le monde à 10h00, tout soit ouvert partout. Il y a des gars qui regardent. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le shop? Est-ce qu'ils sont en train de faire le cleaning? Est-ce que tout est livré? Est-ce qu'il reste des cartons? Ils ont des gars qui respectent tout. C'est des musées, les malls ici. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai un pote qui avait ouvert. J'ai un pote iranien, mais local aussi. Bref, il avait ouvert un truc. Ça a fermé. Je sais pas si tu te souviens, Ben. Montre. Non. Ouais, déjà, même le gars, notre pote des montres, il a fermé. Mais il avait un truc de cupcake. Tu te souviens, il y avait un truc de cupcake un peu ouvert vers l'aquarium. Aquarium, ouais. Et il m'a dit. Et pourtant, ça a été remplacé par Agendas maintenant. Ok. Maintenant, c'est Agendas. Grande famille, tu vois, et tout. Mais il m'a dit, il regrette. Parcours du combattant. Droit de regard sur le code couleur, surtout, en fait. Les mecs, ils lui changeaient. Ils en sont arrivés à s'impliquer dans son menu. Les gars, ils regardent, ils scrutent le moindre détail. Tu n'as aucune liberté. Et eux, ce qui ramène en collatéral, c'est le food flow. Il y a je ne sais combien de millions de visiteurs à Dubai Mall par mois, par an, peu importe, par jour même. Donc si tu n'es pas content, tu vois, et les loyers commencent à tourner. Tu vois. C'est très, très... Ouais, Dubai Mall, faut pas essayer faut pas tenter... Non, mais après, moi, je le voyais quand je suis arrivé ici. À l'époque, c'était 80% de retail et 20% de bouffe. Ils m'avaient tous dit, d'ici 10 ans, ça sera 80% de bourse et 20% de retail. Et en fait, tu le vois. Maintenant, tout le monde boit des cafés. Ici, c'est la ville du café. C'est incroyable. T'as l'impression que personne bosse. Tout le monde est là à boire des cafés à droite à gauche. T'as des trucs de café partout. Tout le monde boit des cafés. Ouais. Tu ouvres un nouveau café, il y a des clients qui arrivent de nulle part. C'est pas ils sont partis d'un autre pour aller à celui-là, tu vois. Ils viennent avec la licence, tu vois. Ouais, du coup, après, c'est une ville, tu sais, avec le télétravail, le fait que tu puisses un peu avoir des trucs d'auto-entrepreneurs ici avec leur truc de freelance, machin. Donc, ils ont plein de visas un peu comme ça. Tu as aussi des gens qui viennent de pays où, vu que c'est le bordel chez eux, ils viennent ici, ils travaillent d'ici. Donc, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas cet aspect de bureau. On le voit surtout sur les plateformes de coworking. Avant, tu prenais un business center. Maintenant, la plupart des gens, en fait, ils sont là dans un mall, c'est le bordel, il y a du bruit. Ils se disent, vas-y, je vais dans le coworking, j'ai free coffee, free parking. Tu vois, l'hôtel 25 heures à World Trade Center, c'est toujours plein. Tu veux une place. C'est full. Les gars, c'est comme la piscine à l'hôtel. Ils mettent l'ordi et ils se barrent pendant 2 jours. C'est réservé. On y allait au 25. On y allait. Mais moi, j'ai arrêté d'y aller justement parce qu'il y avait trop de monde. À l'époque. J'ai même fait, tu sais que j'ai l'anecdote. J'ai même fait l'ouverture avec un ami à toi. Il était en train de... Non, je crois que c'est toi et moi. On était montés un jour. Je sais pas si tu te souviens. Je sais pas comment on a fait. Je crois qu'on était rentrés. C'était même pas l'ouverture. Ah, il y avait le trou là. Enfin, et à un moment, on rentre dans une chambre. On se dit, on va visiter. On rentre dans une chambre. On ouvre une porte à l'intérieur de la chambre. On ouvre une porte. Et en fait, c'était le vide. En dessous. Ils n'avaient pas encore fini, tu vois. Nous, on s'est dit, bon, on est parti visiter un hôtel avant d'ouvrir, tu vois. Et t'es en train d'ouvrir. Et donc, on a pris l'ascenseur. Je me rappelle, il y avait les petits détails. Je sais pas qui a fait cette erreur, mais... On a ouvert une porte dans... En fait, c'était une fenêtre. Et c'était même pas une fenêtre, c'était un balcon, mais il n'y avait rien en dessous. T'es arrivé un peu trop lancé. On a l'impression qu'on n'est pas tombé. Ouais. Mais ouais, c'est un truc un peu d'aventurier. Surtout si t'étais tombé, on n'aurait pas entendu parler. Voilà. On n'était pas sur YouTube à cette époque. On n'était pas sur YouTube à cette époque. Non, du tout. C'était longtemps. Du coup, pour finir sur la partie retail, c'est un truc intéressant, mais tu as aussi beaucoup de gens de France qui me disent je veux ouvrir une pâtisserie, je veux ouvrir plein de trucs. C'est hyper réglementé ici. Tu as une entité qui s'appelle DHA, Dubai Health Authority,
pareil, ils inspectent tous tes produits, de l'import, parce que tu as des règles, c'est pas aussi simple qu'en Europe où tu fais des tomates dans ton jardin, tu peux les vendre. Tu vois. Ici, ils font vraiment attention parce que comme il y a plein de communautés, il y a plein de gens, les religions, tu as des éléments importants à gérer de tout ça. Et en fait, tout le monde pense que c'est un peu pays arabe, c'est le bordel et tout, mais ils ont tout bien structuré partout, tu as des entités pour tout. Et après, on va dire malheureusement ou à savoir, il y a des frais à payer partout. Le moindre truc que tu fais, tu as des frais. Chaque et étape. La plupart des gens, ils arrivent, ouais, Dubaï, il n'y a pas de taxes. Ouais, il n'y a pas de taxes. Mais il y a des choses. Ça porte un autre nom. Il y a des choses à payer d'avance. Et la différence de nous, en France ou en Europe, ou plus généralement en Occident, c'est que quand tu gagnes des sous, on t'en demande. Ici, de manière générale, on ne t'en demande pas trop une fois que tu en as gagné. Mais par contre, avant d'en gagner, tu dois payer plein de trucs. Et c'est bien je résumé, pense que c'est un truc à expliquer aux gens, c'est que ici, tout le monde te dit, ouais, tu ouvres une entreprise, c'est bon. Une fois que tu ouvres ton entreprise, tu commences à comprendre qu'il n'y a pas que ça à payer. Sur ton loyer, tu as des taxes, sur ton électricité, tu as des taxes partout. Ça fait partie du business, mais c'est un truc à savoir et je pense que la plupart des gens, ils n'en parlent pas. Et ils sont surpris. C'est malheureux parce qu'au final, ils font confiance à quelqu'un. Ce quelqu'un, souvent, il connaît rien. Donc, il sait pas. En fait, il dit pas parce qu'il fait pas exprès, tu vois, mais c'est juste qu'il sait pas. Du coup, il le dit pas et la plupart des gens, ils ont souvent des mauvaises histoires ici à cause de ça. Donc, moi, je préfère le dire. Non, c'est bien d'être avant, franc, direct. Parce que voilà, tu as des gens, ils changent d'avis juste en apprenant la vérité. Mais au moins, c'est mieux, pas d'ascenseur émotionnel. Quoi. Les gens le savent dès le départ. Et moi, vu qu'on parlait de retail, moi, il y a un truc qui m'a toujours intéressé. Je me suis jamais vraiment penché au point de connaître les tenants et les aboutissants, c'est les warehouses. Je me suis toujours dit qu'avoir une warehouse... Déjà, est-ce qu'elles sont freehold à Al Quoz, par exemple? Non. Bah déjà, donc, pour revenir sur freehold, leasehold, ça c'est pareil, c'est un truc qui est complètement pas expliqué. On va le faire simple. Tu as deux types de biens à Dubaï. Tu as les designated et non-designated. Non-designated, c'est que les GCC. Donc, pour résumer, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman, Émirats, Saoudi. Si tu n'es pas un de ces six-là, si tu es Syrie, Irak et tout, on s'en fout, c'est que ces six-là. Eux, ils peuvent acheter partout à Dubaï. Partout. La zone de Dubaï a été fragmentée en zones qui s'appellent designated. Designated, ça veut dire que dans ces zones-là, ils autorisent des passeports qui ne sont pas forcément de ces six-là à obtenir des biens. Dans les zones designated ou dans la zone totale, il y a deux types de propriétés. Il y a les propriétés en freehold. Freehold, c'est-à-dire que tu l'as pour toujours. Free forever. Donc en gros, tu l'achètes, tu le revends quand tu veux, tu peux le léguer à tes enfants, etc. Tu as le droit de regard sur la propriété. Ça peut être soit aux étrangers, soit que aux locaux. Dans ces zones-là, tu as aussi un autre système qui est le système leasehold, qui est en gros une location de longue durée, mais que du terrain. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le terrain appartient au propriétaire du terrain, pas au locataire. Ces biens-là, les locations, elles commencent de 1 an à 99 ans. Et c'est souvent des biens qui sont liés dans des zones à développement futur ou à redévelopper plus tard, notamment les zones industrielles. Par exemple, au début de Silicon Oasis, vous avez dû connaître ça, Silicon Oasis était vendu en biens immobiliers, leasehold, mais pour tout le monde. Du coup, quand tu achetais un appart là-bas, tu l'achetais en 2006, 2007, peu importe, tu l'avais jusque 2100 quelque chose. Après ça, après ils te disent on va renouveler, on va pas renouveler, on s'en fout. Mais en fait, du coup, tu n'avais pas un title deed freehold. Tu avais une période, donc tous les ans, tu payais un petit loyer à l'autorité qui gère le terrain pour garder ton bien. Donc c'est ça qu'il faut bien expliquer de base. Sur les biens résidentiels, c'est plutôt fixe, c'est que du freehold. Tu vois, tu achètes à Marina, tu achètes Business Bay, tout ça, ça va pas bouger, ça reste là. Sauf s'ils amènent à démolir l'immeuble avec le consentement des propriétaires, etc., pour faire autre chose. Mais de manière générale, tu as acheté ton truc, il reste là. Dans d'autres endroits, tels Al Quoz, DIP, Jebel Ali, Dubai South, qui sont des endroits à vocation industrielle, l'industrie, ça change. Tu vois, au début, à Dubaï, il fallait construire, il n'y avait que des cimenteries, que des trucs de construction. Au final, maintenant, on voit plus de services, plus d'activités commerciales liées aux biens, etc. Donc, au final, vu que ça change, plutôt que d'avoir les problèmes qui se peuvent avoir en France où tu te retrouves avec une grosse industrie, par exemple chimique, qui arrive au milieu d'un champ, ils construisent leur industrie, ils commencent à faire des maisons, une école, etc. Tu as une ville qui se crée. L'industrie, vas-y, la chimie, ça marche plus, on est parti en Chine. Du coup, il reste ce truc-là au milieu. L'État ou la commune, ils disent faut partir. Ils disent tu me rachètes et je pars. Ils sont coincés. Ce truc-là, en France, c'est freehold tout le temps. Donc, en gros, si tu n'as pas le prix, tu peux rester là. Ici, ils ont vu ça différemment. Ils se sont dit, nous, on ne veut pas cette problématique-là. Si notre ville, elle se développe, on veut pouvoir baser tout ça et le relocaliser ailleurs.
Du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir un locataire ou un propriétaire qui reste là pour toujours. On va avoir le contrôle, donc on le met en locataire. Donc le gouvernement est propriétaire des terrains et il loue en longue durée à certains locataires. Ok, donc pour revenir à la question d'Al-Quoz, Al-Quoz, c'était des terrains qui avaient été donnés pour 30 ans, qui ont été renouvelés pour 30 ans. Et là, en fait, en fonction des zones d'Al-Quoz, ils redéveloppent avec des nouveaux développements. Tu vois, il y a une partie Al-Khail Heights, ça c'était des industries avant, maintenant c'est des logements. Tu as toute la partie autour d'Al-Sarkal, ils veulent virer les industries et faire plus du commerce. Tu as une nouvelle partie résidentielle qui va apparaître, tu vois, où il y avait l'usine des macaronis et des Pepsi, juste à côté de BM. Là. Ils sont en train de démolir l'usine, là ils vont faire des logements. Donc tout ça, c'est en train de bouger. Et s'ils n'avaient pas mis Al-Quoz en leasehold, ils auraient eu la problématique de comment on récupère tout ça. Parce que si jamais on commence à expatrier des gens, on va avoir les gens qui vont être dans les médias, ils vont dire Dubaï, c'est tout pourri, ils nous virent de chez nous. Vu qu'on n'a pas dit oui, ils nous ont pas payé. Et du coup, ils veulent pas faire ça. Ici, ils te le disent, tu es chez nous, tu peux nous louer, mais quand on décide que c'est fini, c'est fini. Donc, toutes les zones industrielles sont comme ça parce que tu sais très bien que Dubaï, en gros, c'est construit comme ça. C'est-à-dire que tu as un front de mer tout petit et un très, très profond désert par rapport à la largeur du front de mer qui fait qu'ils ont du terrain pas viabilisé dans le désert qui vaut rien, mais qu'au fur et à mesure, les industries, elles vont être poussées vers le désert parce que la ville s'étend, et on l'a vu depuis quelques années. Tu vas de plus en plus loin. Avant Damac Hills 2 ou The Valley, les gens ils disent c'est où ce truc Tu voyais des dromadaires. Et maintenant, tout ça, c'est devenu limite accessible. Ouais. Donc la ville, elle se développe, même avec notre vision où on est là depuis quelques années, tu vois. Et ça a que 50 et quelques années ici. Tu reviens, si tu peux dans le futur, tu reviens en 2100. Tu peux être sûr que Al-Quoz et tout, c'est que des gratte-ciel et que c'est construit. Ouais. Parce que c'est trop qualitatif. Tu as vu mer. L'emplacement, il est incroyable. Tu es en parallèle de la mer. Tu es entre Sheikh Zayed et Al-Khail. Emplacement de dingue. Moi, je me suis toujours dit qu'ils allaient faire un peu à la new-yorkaise, prendre des anciens entrepôts, en faire des lofts et tout. Mais pour le moment, ça n'a pas été dans cette direction. Non, parce qu'en fait, par rapport à ce que tu disais sur les entrepôts, c'est que c'est des biens, on va dire G+1 maximum. Donc, tu es bien avec un étage maximum parce que tu as des réglementations de construction. Et comme c'est une zone industrielle, tu n'es pas censé faire des immeubles. Donc, tu as des immeubles de bureaux le long de Sheikh Zayed Road qui font 3-4 étages. Et derrière, en gros, c'est une barrière pour cacher tout ce qu'il y a derrière. Non, mais je te disais carrément rester sur le principe de l'entrepôt. C'est un peu à la new-yorkaise, prendre des entrepôts désaffectés, là où tu ouvres une sorte de grande porte de garage et tu rentres dedans, il y a un espace de dingue, tout est open space. Mais après, c'est un peu atypique. Ils construisent ça avec des feuilles de papier. Tu veux rentrer à l'intérieur, c'est pas... Mais après, il y a de la demande là-dessus pour les bureaux, par exemple, tu vois. Parce que tu es là, tu veux 300 mètres carrés de bureau, tu as 2 ou 3 parkings dans une tour, c'est une galère. Tu vas dans un entrepôt, tu peux limite garer ta voiture à l'intérieur. Tu as beaucoup de gens qui ont pris ça pour faire des showrooms ou des trucs comme ça. Il y a énormément de showrooms. Ou de ces grandes salles de sport. Il y a du paddle aussi maintenant. Et c'est très cher. Hein. Je sais que ces dernières années, les prix, parce que je connais quelqu'un qui a loué un espace comme ça pour faire justement un truc de paddle. Justement, je pense même qu'il a loué trop cher, donc il a eu du mal après à rebondir, quoi. Ouais, et puis après, en fait, c'est ça qu'il faut voir. La différence, c'est qu'un locataire commercial et un locataire industriel, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le propriétaire, il sait combien tu fais payer, etc. Et en fonction de tes revenus, il se dit, le gars qui fait des briques ou le gars qui fait du paddle, c'est pas les mêmes clients. Donc, tu vois, c'est pas le même loyer non plus. Et après, en fonction de la zone, si toute la zone on va dire, s'améliore autour de toi, forcément, ton loyer il continue à augmenter. Tu le vois beaucoup à Al-Quoz, des gars qui ont acheté des vieux entrepôts, ils ont fait des petits locaux d'activité stylés, tu commences à voir ça. Parce qu'en fait, il y a de la demande pour ça. Tu es européen, tu veux ton petit entrepôt pour tes affaires, pour ta galerie d'art, tous ces trucs-là, il n'y a rien. Tu vois, tu veux faire une galerie d'art à Dubaï, tu veux pas aller à Downtown Boulevard, tu vas prendre un entrepôt. Sauf que tes biens d'art, ils ont besoin d'avoir la clim, une certaine lumière, une certaine isolation. Donc, il faut des bâtiments faits pour ça. Donc, il y a un renouveau de tout ça, mais pareil, toutes les entreprises, les cimenteries, tout ça, ça existe toujours. Il faut toujours les mecs derrière. On est quand même sur une ville très, très logistique. Avec toujours. Le port, le nouvel aéroport, tout ça, c'est pareil. Les gens, ils vont jamais à Jebel Ali, ils vont jamais à Dubai South voir ce qui se passe là-bas et tout. Moi, je fais des vidéos où j'explique l'aéroport, etc. Des gens, ils me disent l'aéroport, il est en construction. Je dis, mec, l'aéroport, il est ouvert en 2010. Genre, il y a déjà un aéroport là-bas. Il est ouvert depuis des années. Ça existe déjà, il y a déjà du fret, il y a déjà tout. En fait, les gens, ils regardent des trucs en ligne et ils sortent jamais de chez eux, ils prennent pas leur voiture. Pour beaucoup, Dubaï, ça se résume, surtout quand tu es à l'étranger et tu vois Dubaï qu'à travers le prisme des réseaux.
ça doit se résumer honnêtement à 4 quartiers, je pense. Non, au Bling Bling. Ouais, voilà, au Bling Bling. Il y a JVC, il ne faut pas acheter. Downtown, il n'y a plus rien. Marina, c'est que des Russes. Et après, Villa dans le désert. C'est vrai, exactement. Punaise, c'est bien résumé. Vraiment, c'est des... Donc non, c'est intéressant, mais même au niveau du redéveloppement, parce que vous avez vu des projets qui étaient en construction à l'époque. Tu vois, par exemple, la PAM Jebel Ali, la PAM Dera, qui est des trucs où honnêtement, je pensais que ça allait pas reprendre. C'est ça, tu pensais que c'était en fait la PAM, ils attendaient que le sable il se barre et qu'ils allaient refaire autre chose, tu vois. Et au final, tout ça, ça se redéveloppe, ils repensent. Mais si tu regardes comment ça a été fait à l'époque, ils continuent. C'est-à-dire qu'ils avaient une idée, ils ont eu des écueils sur la route et ils continuent. Tu vois, as des routes, par exemple à la Marina, sur le Dubai Harbor, tu as des ponts qui ne sont pas en construction. Et ils sont déjà là. Il y a juste à les finir. Ouais, vrai, en fait, il y a plein de trucs qu'ils avaient pensé. Tu vois, le métro, les lignes de métro, si tu regardes les lignes de métro en 2007-2008, ce qu'ils construisent maintenant où ils annoncent une nouvelle ligne de métro, c'était déjà prévu. C'est déjà dans le pipeline. C'était déjà là. En fait, les gens, ils vont pas voir. Il y avait déjà, je sais plus si c'était cette ligne de métro, la violette, la blue, la gold, tout ça, ça existait. Ils avaient tout un mapping, mais après, c'est pareil. Pendant longtemps, si tu payes pas de taxes, c'est eux qui payent. Donc maintenant, il faut que les gens ils mettent un peu dans le tiroir caisse pour pouvoir payer. Ils peuvent pas le faire à crédit toute leur vie, tu vois. Non, si tu veux vivre ici, tu payes pour les infrastructures. Ouais, ce qui est logique. Hein. Ça n'a pas été le cas pendant un moment. J'imagine qu'avec le taxi, le Dubai Taxi volant, là, tu pourras, de W Hotel, tu pourras prendre un taxi volant et arriver à Beachfront en 1 minute. Ouais. Enfin, ok. Parce que c'est en face. Alors que pour y aller, c'est 30 minutes. Ou si c'est le soir ou le samedi soir, bah c'est 2-3 heures de route. Alors que si tu le vois, tu es à W Hotel La Palme, tu vois Beachfront comme ça, mais tu peux y aller. Non, c'est dingue. Ouais. C'est vrai qu'ils ont embouteillages. Alors qu'en fait, c'est juste à côté. Mais c'est ce que je disais par rapport aux ponts qui ne sont pas encore construits. Par contre, s'il faut un pont, ouais, bah, ça va être largement plus rapide, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pont. Donc c'est voilà, c'est les 30 minutes à 3 heures le soir, c'est un le bordel. Soir ou même à l'époque, si tu regardes, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas encore le canal. Moi, je suis arrivé quand ils ont construit le canal de Jumeirah. C'est pareil, c'est un truc de ouf. Tu démolis plein de maisons pour faire un canal. Tu sais que on y habitait. On y habitait vers là-bas, à côté de Safa Park. Et c'est fou comment. T'as l'impression qu'il a toujours été là. Ouais. Et nous, moi, j'allais courir à Safa Park le matin. Je faisais tout le tour et tout. Et là, le parc, ils l'ont vachement rapetissé. Ouais, j'avais fait une vidéo d'en haut et les gens ils me disaient quoi, il ressemble à ça le parc, ils n'étaient pas venus depuis longtemps. Ils disaient ouais, il y a la moitié qui a disparu. Et ouais, tu disais ouais. Et en fait, l'intérêt du canal, parce que tu peux regarder, il y a un truc qui s'appelait le Desert Canal. Je sais pas si tu as déjà vu ce projet. En fait, ça devait reconnecter Ras Al Khor à Pam Jebel Ali. Tu as un canal dans le désert pour créer de la valorisation immobilière. J'ai oublié. C'est un truc de ouf. Et en fait, ils montraient, si tu regardes les vidéos des lancements des tours de bureau à Business Bay en 2006-2007, des trucs tout dégueulasses avec des tours toutes moches, elles avaient toutes un ponton bateau. Et en fait, ils avaient déjà prévu à l'époque de faire des voies navigables de manière à pouvoir désengorger le trafic. Et tu commences à avoir des gens, moi je connais des gens qui font ça, ils habitent à Creek Harbor, ils ont leur bateau à Creek Harbor, ils emmènent le skipper, amène-moi à Business Bay, je vais bosser, et ils ramènent le bateau. Mais leur bateau privé, pas le bateau artillé. Non, tu peux prendre le bateau artillé. Le bateau artillé, il a des horaires et tout. Mais bateau privé. Ouais, mais je pensais que moi, ça allait plus widespread. Un peu sur le modèle Istanbul où il y a les gens vraiment ils prennent tous les matins le bateau pour aller bosser. Ça, t'as ça à Dera pour Dubaï. Ouais, on a fait une vidéo là-bas. Ça, c'est pas mal, les petits Havras. Franchement, c'est la meilleure expérience du touriste. Un dirham, mais tu traverses, c'est trop stylé. Tu emmènes des gens là-bas. Moi, je dis, tu touches à ces bateaux, toi. Je dis, bah ouais, c'est trop bien. C'est trop stylé. Pour te garer et tout, tu dois passer. Avant, il n'y avait pas le Infinity Bridge, avec le tunnel. Le tunnel est toujours bloqué et tout. C'est trop bien ce truc-là. Et pourquoi tu penses que justement à Business Bay, parce que franchement, actuellement, en heure de pointe, c'est épouvantable, Business Bay, on est d'accord. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il y a pas plus de personnes qui utilisent ces fameux bateaux RTA, parce que je sais que c'était le plan au final, ça devait être... En fait, déjà, c'est pas très connu. Et après, ça dépend d'où tu viens. Tu vois, si tu veux venir de la Marina, c'est super long. Le bateau bleu, là, il passe quasiment au large de Weird Island et tout. C'est super long. C'est plus un truc de touriste. T'as pas le temps de faire ça. Et t'as pas de... Si tu veux faire ça en speedboat, il faut aussi respecter la mer, tu vois, parce que la plupart des gens, ils tombent malades, ils font pas de bateau et c'est pas un truc super connu. Étonnamment, ici, alors que tu vois des bateaux partout et qu'il y a de l'eau partout, très peu de gens font du bateau. Moi, j'ai mon permis bateau. Tu vas faire du bateau, l'impression t'invites tes potes, ils disent ouais, tu fais du bateau, il y a personne qui fait du bateau ici. Donc tu vois, c'est tous des trucs où t'as l'impression que, comme les gens sur leur vidéo, tout le monde fait du jet ski tous les jours et tout. En fait, tu fais jamais, tu fais ça une fois, après, t'as fait le tour. Mais t'as plein d'endroits de bureaux qui potentiellement peuvent devenir intéressants. À côté de Creek Harbor, ils sont censés faire une ville commerciale où il y aura le métro et tout.
s'ils font une arrivée en bateau, tu peux gagner plein de temps. Tu vois, tu es à ton hôtel à Downtown, au Business Bay, tu vas aller à Creek Harbor. C'est super rapide. C'est un gain de temps de dingue. Donc, pour moi, c'est toutes des choses qui peuvent être développées comme ça. Parce que Air Taxi, ça va réguler des problèmes, mais après, tu auras de nouveaux problèmes de est-ce que tu as des taxis privés qui pilotent les taxis? Quelles sont les lignes? Tu peux pas avoir des taxis partout dans les airs. Au-dessus des ambassades, au-dessus de ça va être géré par l'IA. Ouais, mais même, c'est des vrais pilotes dedans, donc tu as toujours un aspect humain. C'est des vrais pilotes. Je pensais que ça allait être géré par. Non, l'IA. En fait, c'est ça le problème. Depuis le temps que j'ai entendu parler de ce projet, je sais pas. Regarde sur mon code. J'avais 10 ans, je crois. J'ai fait une vidéo en fait au Air Show cette année. Ouais. Il y avait le Air Taxi là qu'ils ont. Et en fait, ils t'expliquent qu'ils décollent comme un hélicoptère, après ils volent comme un avion. Tout le monde pensait que c'était un drone, c'est pas un drone, donc c'est un drone piloté quoi. Donc vu qu'il y a un pilote, c'est plus un avion. Et en fait, du coup, ils sont en train de faire ce qu'ils appellent les vertiports. Il y en a à DXB. Et le premier, il y en aura un qui sera sur le toit de Zabil Mall. Okay. Il y a la base, après, elle sera à la Marina. Et il y en a une aussi à côté de l'Atlantis Royal. Pour l'instant, c'est les 4 premières bases. Et en fait, ils expliquent que c'est des rotations d'un point à un autre. Ouais, pour l'instant, c'est simple. Et qu'il y aurait une quinzaine d'avions et qu'ils ont donné ça à une boîte américaine qui a la licence exclusive de tous ces trucs-là. Et ça sera pas en mode j'achète mon Air Taxi et je décolle de Springs pour aller à Downtown. Ou même géré par l'IA qui va t'emmener où tu veux, tu tapes l'application, etc. Pas maintenant. Moi, j'en ai entendu parler il y a tellement. Ça fait longtemps. Ça fait souvent que je sais pas, 15 ans, mais ça fait très très longtemps. Donc ils voulaient toujours faire ça. Mais après. Il y a la réalité. Et est-ce que tu continues à le faire? Il y a plein de trucs, tu vois, par exemple l'Hyperloop. De temps en temps, ils passent 2-3 articles, tout le monde parle de ça, ça a disparu. Là, ça a disparu. On entend pas parler. Greek Tower. Faire 12 minutes à Abu Dhabi, Dubaï. La Tower Creek Tower. Ça va ressortir. Là, dans 2 mois, ils demandent 10 does pour rechanger les designs et tout. Donc voilà, c'est. Et question un peu basique, un peu bateau, qui revient souvent. Comment tu vois les prochaines années, l'avenir de Dubaï? Moi, sur mon aspect, on va dire cartésien et rationnel, pour moi, c'est une ville qui est en développement. Il y a toujours une très forte demande commerciale. La problématique, c'est de créer des pôles de bureaux. Ce que tu vois en ce moment, c'est que tu as des petits champignons à droite à gauche, mais tu n'as pas une ville commerciale, tu n'as pas comme la City ou autre. Tu as DFC qui va faire le DFC 2.0, qui peut être intéressant. Le World Trade Center va être démoli, donc tu as pas mal de choses qui vont bouger. Moi, je pense que le point le plus intéressant, il est plus focus sur l'aéroport. Parce qu'en fait, l'aéroport, ça va tirer la ville du côté de Sharjah vers Abu Dhabi. Et du coup, tu vas te retrouver très, très proche d'Abu Dhabi. Parce qu'en fait, ici à Downtown, on est à 1 heure de voiture d'Abu Dhabi, un peu plus, 1h10. Et si tu es déjà à Dubai South, tu enlèves 30 minutes. Donc en fait, tu vas avoir les 2 villes qui sont rapprochées très fortement. Tu as des grosses sociétés immobilières comme Mira, comme Shoba, etc. qui font des projets juste à la frontière, mais côté Abu Dhabi. Et du coup, en fait, pour moi, tu vas vraiment avoir un regroupement des 2 villes qui vont se rapprocher très fort. Abu Dhabi développe énormément sur le côté Yas Island, etc. Et donc tout ça, ça va se rapprocher. Et après, pour moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que en fait, ils vont avoir besoin de simplifier les créations d'entreprises parce que tu as trop de free zones qui font un peu toute la même chose. On le voit déjà, ils ont fait une licence globale pour Silicon Oasis, Davza et Commerce City. Donc, ils ont regroupé des free zones entre elles pour simplifier les démarches. Parce que tu vois, quand tu es étranger, tu veux une entreprise ici. Avant, on disait, tu fais de l'Internet, tu veux Internet City, tu fais du média, tu veux Media City. Avant, tu faisais de l'or ou des métaux précieux, c'était à DMCC. Après, ils se sont dit, vas-y, on va à DFC parce qu'il faut la common law. Après, ils sont repartis. Donc, ça change en fait. Tous ces du tâtonnement, Et du coup, c'est toute cette complexité d'ouvrir des entreprises. Et après, la problématique d'avoir des comptes en banque. Tu as énormément de gens qui ouvrent des entreprises ici. On te prend tes sous, on ouvre l'entreprise. Et après, tu n'as pas la facilité du compte en banque. Parce que tu as un passeport, parce que ceci, parce que ton activité. Et je pense qu'il faudrait, pour les investisseurs étrangers, avoir un système où, quand tu ouvres ton entreprise, le compte en banque vient avec. Et si l'un ou l'autre ne marche pas, tu arrêtes là. On ne dit pas, OK, tu continues, tu vois. Donc, sur la partie immobilière, je pense que ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des institutions plus évoluées que celles qui investissent actuellement à Dubaï, parce que ça va devenir beaucoup plus logistiquement intéressant d'être ici. Après, on sait ce qui se passe dans les pays alentours, on ne sait pas trop à ce sujet-là. Mais Dubaï a énormément d'avance, par exemple, par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport au Qatar. Ça restera en avance. Et du coup, ça reste un point de logistique important et ça ne bougera pas, ça. Donc, ils ont un fret aérien énorme, un fret maritime énorme. Donc, tu as toutes ces entreprises-là qui sont liées à ces business-là qui sont là. Ouais, ça reste, il n'y a pas de trend là-dedans. C'est les grosses industries. Non, ça va continuer. Voilà, la ville, il n'y aura pas de surprise. Tu vois, c'est déjà fait. Ils ont déjà leur infrastructure.
La seule chose, c'est que peut-être ça va plus passer au niveau pays. Tu vois, Abu Dhabi est toujours resté un peu en retrait. Là, ils ont commencé à faire des biens immobiliers pour avoir des résidents, pour des gens qui bougent là-bas. Il y a des milliers et milliers de maisons qui sont en construction là-bas. Donc ça va se développer. Sharjah est un peu limité en termes de terrain. Ils ont construit un petit peu, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce que fait Abu Dhabi. Tu vois, Abu Dhabi, ils ramènent Disneyland, ils ramènent des musées. Ouais. Tu sens c'est pas qu'ils veulent concurrencer, mais ils veulent développer un système qui est en corrélation avec ce que Dubaï fait. Ouais, clairement, Abu Dhabi, là, ils ont passé la deuxième. Hein. Clairement, ils ont passé la deuxième. Mais ça, je dirais, c'est... Ton analyse, elle est très bonne. On la partage, je pense. Mais c'est le niveau macroéconomique, on va dire. Mais au niveau microéconomique, c'est-à-dire les familles d'expats qui débarquent. Tu vois... En fait, il y a quelque chose dont nous, on parle souvent, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'arrivées. Il va y en avoir de plus en plus, notamment dû au fait que l'Occident est un peu en train de... ça coule. Hein. Mais il y a aussi les départs. Comment tu vois ça? Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce sur les chiffres. 4 millions de résidents, machin, mais 4 millions de quoi? Est-ce que c'est que des bachelors? Est-ce que c'est des gens justement qui sont logés dans les labor camps? Est-ce que tu vois autant de familles débarquer? Parce que on sait aussi que le marché du travail est un peu tendu. C'est plus compliqué de trouver un boulot. Les salaires n'augmentent pas forcément. Donc comment tu vois clairement une famille d'expats qui a investi, qui achète une villa à Imar Oasis ou une autre community premium? Ils vont vivre... Comment tu vois le truc, quoi? En fait, moi déjà, je pense que les chiffres... c'est des chiffres, comment ils calculent, on ne peut pas savoir, mais c'est assez simple à comprendre de base, c'est que ce sont des cartes de résidence. Ouais, donc, à Dubaï, tu n'es pas obligé d'habiter ici pour une carte de résidence, donc on ne sait pas quel est le pourcentage de gens qui ne vivent pas ici. Tu viens tous les 6 mois? Je connais plein de gens qui ont acheté des biens immobiliers ici, qui sont en France, qui paient leurs impôts en France. L'État français sait qu'ils ont acheté ici. Ils vivent là-bas, ils sont comptés là-bas, et ils sont comptés aussi ici. Donc sur cette problématique-là, les chiffres, comment ça marche, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est pris en compte dans les chiffres? Est-ce qu'il y a tous les ouvriers, etc. Parce qu'ils te disent, OK, Dubaï, il y a, je ne sais plus comment ils disaient, 500 000 ou 100 000 nouveaux résidents par an, 100 ou 200 000 par an. Ils ont besoin de logement. Nous, on vit dans une chambre à 2, peut-être à 3, c'est un enfant, après tu pars en maison. Moi, j'ai des voisins à GLT, ils vivent à 6 dans un appart, où moi, je vivrais à 2, tu vois. Donc, la façon de penser, elle est différente et tout le monde n'a pas besoin de vivre dans une bête de maison quand tu es plein, tu vois. Donc, déjà ça, est-ce que ces gens-là, parce que tout ce qu'ils construisent en ce moment, ils te le vendent en mode, il y a un appel d'air de résidents, tout le monde veut une maison à Dubaï, toute la terre veut acheter à Dubaï, du coup, c'est pour les nouveaux résidents. Tu vas en France, tu dis Dubaï, personne ne sait qu'il y a de l'immobilier à en construire là-bas. Genre moi, je viens à Lille, Dubaï, ouais, c'est un endroit où il y a une PAM, tu peux aller à la plage, mais c'est pas un endroit où il faut absolument acheter et où si tu n'as pas acheté là-bas, tu as raté ta vie, tu vois. C'est ce qu'ils te disent ici. Ah. Donc, sur ces nombres-là, c'est difficile à savoir. La population augmente, on le voit, il y a plus de trafic, tout est plus cher partout. Moi, je joue au golf, les golfs, ils sont blindés partout. Donc, tu as des gens qui viennent ici. Moi, ce que je vois par rapport à avant, c'est que la plupart des gens qui venaient ici avant, soit ils ouvraient un business ici et du coup, leur vie, elle était ici. Ils disent, moi, j'habite dans l'oasis de Dubaï, c'est trop bien et tout, c'est cool. Je suis au frais, tu vois, et c'est différent d'ailleurs. Et tu avais les gens qui venaient avec Bouygues, Chanel, Louis Vuitton, etc., qui étaient là 4-5 ans, on vient prendre des thunes, on a la belle vie et tout, et puis après, on repart finir notre vie à Paris ou autre. On est juste venu en contrat expat. Où ils avaient voiture, maison payée, la mail, tout payé, en mode, ils avaient de l'argent de poche en plus, tu vois. Donc ça, c'est des profils que tu vois moins, parce que les entreprises, ils payent moins tous ces avantages-là. Ici, ce que les gens ne voient pas, c'est que tu as une concurrence avec le monde asiatique qui est féroce, mais vraiment féroce. Et la plupart des entreprises, ils se disent, prendre un Européen, c'est un risque parce qu'il n'est pas d'ici, on ne sait pas s'il va aimer, on ne sait pas si sa femme va aimer, peut-être qu'elle va lui casser la tête tous les jours en disant, c'est horrible de venir ici, c'est trop cher, tout est la galère, tu vois, j'ai pas envie de venir. Donc le gars, il se retrouve tout seul. Du coup, il est tout seul et pas motivé. Ou alors, est-ce qu'on prend 2-3 personnes plutôt asiatiques qui ont des profils un peu plus malléables, où on peut plus leur mettre la pression, le gars il va pas nous taper à la figure si jamais on lui met la pression, et au final il va peut-être bosser aussi bien que l'Européen, et 3 de ce coup-là, ça sera moins cher que l'Européen. Donc tu as toutes ces problématiques-là au niveau RH des entreprises, de est-ce qu'on finance des têtes d'ampoule comme avant, alors qu'au final on a déjà tout fait, on a juste besoin de gars pour continuer à conduire le train. Donc ça, c'est les profils qui sont un peu différents. Moi, à mon époque aussi, tu avais aussi des gens qui étaient là, ils sortaient d'école de commerce, etc., ils cherchaient des boulots ici, ils venaient faire des VIE ici. Tu vois moins ça parce que les entreprises, le coût d'installation, il est très cher, c'est très compliqué. Et au final, ils préfèrent avoir un agent sur place que mettre un VIE. Donc ça, t'as ça un peu moins. Et après, tu as tous les gars qui font de l'immobilier, etc., où ce n'est pas des profils très
développés intellectuellement, ils n'ont pas forcément fait des études, ils viennent ici plus un peu pour faire des sous. Si ça marche, ils restent, si ça marche pas, ils se barrent. Donc c'est pas vraiment, ils viennent pas pour Dubaï. C'est des opportunistes. Ils sont pas là en mode je vais faire une carrière ici, tu vois. Donc ça sert à rien comme type de profil. Et après, tu as les gens qui, ce qui est dommageable, je trouve, qui viennent à Dubaï sans trop réfléchir en se disant je paye trop de taxes en France, je vais jamais à l'hôpital, je suis jamais au chômage, du coup je paye plein de trucs pour les autres dans un format un peu social, du coup je vais venir à Dubaï, du coup j'ai plus besoin de payer pour tous ces trucs là dont j'ai pas besoin, mon pays c'est de la merde, je sais pas comment il l'explique, je viens ici et ici c'est trop bien, sauf qu'ici déjà t'as pas de passeport, donc t'es là en cours de durée déterminée, tu peux pas être là pour toujours, si on veut plus que tu sois là t'es plus là. Du coup, tu viens à durée déterminée, sans vraiment de plan. Et les gars, ils arrivent ici. Et en fait, le premier jour, ils arrivent à l'hôpital. Ils disent « Ouais, ça coûte trop cher ici. » Ils cherchent des écoles. « Ouais, ça coûte trop cher ici. » Et en fait, ils se disent « En fait, on m'a pas tout dit. » Tu vois? Genre, ils arrivent ici, ils se disent « C'est quoi cette ville de ouf? Faut tout payer. Tous les trucs qui sont gratuits ailleurs. » Et en fait, tu as tous ces gens-là qui viennent juste pour pas payer de taxes ailleurs. Et ça, je trouve ça dommageable parce que c'est des gens qui viennent ici et qui repartent après. Et c'est tous des gens qui donnent une mauvaise image de Dubaï. Moi, j'ai rencontré un paquet qui viennent ici. Ils disent ouais, je savais pas tout ça. Je dis tu prends ils sont jamais venus en vacances ici. Ah ouais, non, c'est chaud. Ils quittent tout, ils arrivent, ils disent vas-y, je vais tout acheter. Ils pensent que les développeurs ou les États de Dubaï, ils attendent que eux qui viennent. C'est en mode je suis là, vas-y, donnez-moi des trucs stylés. Genre je veux du distress sale, j'ai plein de sous. Et au final, ça arrive pas. Mais moi, j'en ai plein des gens comme ça. Franchement, t'as vraiment tout résumé. Hein. Et du coup, moi, j'ai tous ces, parce que moi, je fais un peu de tout, donc j'ai tous les profils. Tu vois vraiment du gars qui cherche un tout petit entrepôt au gars qui veut ouvrir des grosses sociétés ou autres. Et au final, toutes ces problématiques-là, c'est qu'en fait, Dubaï est très peu expliqué. Et je pense que c'est le but aussi de la plupart des gens qui parlent de Dubaï, c'est de donner un peu d'infos, mais pas trop. Comme ça, ils peuvent te faire payer pour connaître des trucs. Moi, j'ai la vision qui est inverse, qui est de dire, voilà, moi, ce que je connais peut-être plus que ça, mais là, dans ma tête, j'en parle pas, tu vois, parce que je sais pas de quoi je dois parler. Mais du coup, au final, leur montrer que toi, tu es là depuis longtemps, que tout ce qu'ils vont avoir à faire avec, tu l'as déjà vécu, soit toi, soit quelqu'un que tu connais, donc tu sais quoi faire. Et en fait, tu es là pour les aiguiller. Et moi, c'est cette partie-là que j'aime bien et que je vois dans le futur, qui fait que tu seras dans une ville où les gens viennent ici, mais avec un projet long terme. Donc, pour résumer à ta question, moi, ce que je pense, c'est que la plupart des gens qui viennent ici, comme l'immobilier actuellement, ils ont une vision très court-termiste. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont rien. Ils viennent ici, on fait des sous, et quand on a fait des sous, on s'en va. Et je pense qu'il y a plein de gens à Dubaï qui quittent dans ces phases-là. C'est-à-dire que tu as dû avoir des gens qui ont fait beaucoup de sous 2004, 5, 6, 7 et qui se sont dit ça ne va pas durer. Je pense que j'ai gagné, j'encaisse, je vais ailleurs. Tu as eu beaucoup de gens en 2014-15, pareil, ils encaissent, ils vont ailleurs. Et là, tu as des gens qui, je pense, ils se sont dit ok, l'immobilier, à l'époque, on faisait 20-30 points sur tous les apparts. En ce moment, il n'y a rien qui se vend. Les promoteurs, ils font trop de lots, ils font trop de projets partout. C'est compliqué, il y a trop de compétition. Tout se vend trop vite, on ne sait pas qui achète. T'es là, quand tu es ici, tu te demandes qui achète tous ces apparts. Il y a des milliers d'apparts vendus tous les jours, mais qui achète tous ces trucs-là? Ils sont où tous ces gens? Et tu ne sais pas qui vit dedans. Et est-ce que du coup, ce n'est pas juste pas une bulle, mais genre juste d'un achat de... On parque de l'argent ici, qui était beaucoup fait à Dubaï avant, où tu avais beaucoup de gens qui venaient en vacances, ils se prenaient à JBR, ou ils s'amusaient à compter les fenêtres allumées. Ils disent, ouais, regarde, Dubaï, c'est une ville fantôme. Et tu lui dis, mais mec, ces apparts-là, le promoteur, il a fait des sous. Le promoteur, il s'en fout que ça soit loué ou pas. Et le locataire dans l'immeuble, il est trop content que ça soit pas loué. Tu es tout seul, tu as la piscine pour toi, il y a personne dans les ascenseurs, c'est trop bien. Maintenant, tous les immeubles, ils sont blindés, tu pas de place à la piscine, tu attends de ouf dans les ascenseurs, il y a toujours quelqu'un qui se gare à ta place de parking. C'est tous les problèmes que tu n'avais pas avant. Et du coup, cette ville-là, moi je le vois surtout pour les bureaux, tu as l'impression que c'était une ville qui était conceptualisée sur PDF ou sur Hardy, où c'était pas fait pour que ça soit plein. Rien n'est fait pour que ça soit plein. Si tout est plein, tu as ce que tu as aujourd'hui. Tu as du trafic dans tous les immeubles, tu as du trafic pour toutes les entrées-sorties de parking, pour tous les autoroutes, pour tous les malls, partout. Et partout. Du coup, c'est plein partout. Et du coup, tout a été... Soit ils sont allés au fond de leur idée, ils ne se sont jamais dit ça va cartonner, tout va être 100% partout, et du coup, on va avoir un problème. Ou alors, ils sont encore plus dans le succès que ce qu'ils pensaient avoir. Ou je pense que c'est ce qu'ils ont actuellement. Parce que moi, je voyais en 2018-19, avant le Covid, ils avaient des malls en construction partout. Ils avaient Dera Mall à Palmdera. Ils avaient Al Khail Mall à JVT. Ils avaient Meydan One.
tous ces projets-là, ils sont à l'arrêt. Parce qu'à cette époque-là, tout était fait pour que ça aille très vite, très haut. Eux, au lieu de se dire on va finir de le construire et ça sera vide, on arrête, Pour on voir le fera comment plus ça tard. évolue, ouais. Et pour moi, c'est vraiment une ville où eux, ils ont un plan et la plupart des gens qui viennent ici, ils vont trop vite par rapport au plan, tu vois. Il faut leur faire confiance. Et comme tu disais, si tu vends ton appart, tu prends 1 million. Si tu attendais 2-3 ans de plus, peut-être qu'à un moment, tu aurais perdu 500 000. Peut-être qu'après, il y a 3 millions, 4 millions de plus, tu sais pas en fait. Pour moi, c'est vraiment une ville plutôt long terme. Tu peux pas, si tu fais du court terme ici, tu peux perdre parce que déjà, tu vas vendre trop vite, donc tu n'auras pas ta rentabilité. Et après, tout ce qui est prévu d'être fait, ça n'aura pas été fait et tu auras vendu avant. Là, le timing il est extrêmement important ici. Mais c'est vrai qu'après. Mais tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. passe. Tu sais pas parce que tu passes T'as un parfois tellement contexte, par des phases un peu complexes. C'est un peu un casino. Hein. Tu te dis, punaise, je sors maintenant du casino, j'arrête maintenant, j'ai perdu un peu. Est-ce que vaut mieux pas que j'arrête l'hémorragie tout de suite? Et tu as tout plein de casinos autour. Tous les autres pays autour, c'est des casinos. Des fois, tu as le bordel dans un autre. Tu en as un autre qui fait un truc mieux. Donc, tu vois, tu es en France, les gars, ils vont pas dire, ouais, demain, je vais acheter en Belgique. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Mais ici, tu as des gars, demain, ils vont dire, bah, nous, on est saoudiens, on achète en Saoudie maintenant. Donc, on prend nos thunes et on se barre. Et c'est comme ça. En ce moment, tu avais eu une phase où tous les Indiens, ils avaient mis leurs capitaux ici. Après, ils se sont rendus compte que la plupart, ils avaient acheté avec des cartes de crédit. Tu as entendu ce truc-là? Non. En fait, ils achetaient avec des cartes de crédit les déposits des développeurs. Ok. Tous les gars qui ont acheté comme ça, ils se sont fait niquer en Inde parce qu'en fait, dans les trucs de crédit, tu n'as pas le droit d'acheter d'immobilier. Du coup, ils se sont tous fait tabasser là-bas. Tous des trucs comme ça qui arrivent. Les Chinois, il y a plein de Chinois qui sont arrivés. 2018-19, quand le président chinois est venu. Ils ont tous réussi à sortir des capitaux du pays. On ne sait pas comment. L'État, ils ont découvert qu'il y a des capitaux qui arrivaient ici. Ils ont chopé les gars un par un. Ils les ramènent chez eux. Donc au final, tu as toujours des gens... C'est calmé les Chinois. Ouais, du coup, tu en as moins parce que c'est compliqué de sortir des capitaux. Tu as plein de pays où c'est compliqué. Tu le vois en Europe maintenant, si tu veux faire un virement ici, il faut pouvoir expliquer. Parce qu'à l'époque, les gars, ils abusaient. Il y a toujours des abus. Et comme partout. Donc pour moi, c'est une ville où tu viens avec ton projet, tu fais ton projet et il faut étudier avant de venir. C'est pas l'Europe ici. C'est vraiment différent. Et je peux pas venir à l'abordage. À moins que tu aies 19 ans, tu tentes un truc en IMO, ça marche pas. Ouais, mais on t'attend pas. Un gamin. Ouais, voilà. On t'attend pas. Personne t'attend. Il y a personne qui est là. Vas-y, il est où Pierre? Pourquoi il est pas venu? Tu vois, il s'en tape en fait. La vie, elle va sans toi. Je quitte demain Dubaï. Bon, t'as des gens en termes de sentiments, tu vas leur manquer un peu. Mais le marché, il s'en fout de toi. C'est une machine à laver Dubaï. Hein. Ouais. Ça va continuer. T'as la place pour tout le monde, dans tous les sens. Mais la plupart des gens, ils ont une réputation, pareil, court terme. Ils vont se dire, je vais faire un deal, prendre un peu de thunes et tout ce que j'ai fait avant, je le mets à la poubelle. C'est hyper important, je pense, d'avoir une longévité et de tout ce que tu dis, ça reste. Et tu vois, moi, je le voyais dans ce que je faisais. Tu avais en 2018-19, quand le marché il faisait ça comme ça, tu avais des gars qui disaient, ouais, mais ça va remonter. Et tous les 6 mois, ils disaient ça va remonter. Mec, ça fait 3 ans que tu dis que ça va remonter, ça remonte pas. Et là, en 2021, ça remonte et dit, je vous l'avais dit. Bah ouais, mec, c'est trop facile. C'est un pari, voilà, on s'en fout en fait de ton avis. Moi, tu peux me demander mon avis. Et ça va rien changer. Je peux te donner mon avis sur la ville, c'est pas moi qui vais faire que ça va changer quelque chose. Ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a une vision de tout. Tout le monde connaît tout sur tout ici, c'est incroyable. Et au final, tu es toujours surpris. Il se passe toujours des trucs que tu n'avais pas prévu. On a appris moi en tout cas, nous, on a appris à ne plus parier négativement sur la ville. Parce que parfois, on a été surpris. Parce que parfois, rationnellement, il y a des choses, tu te dis ça, c'est pas possible, ça va pas prendre et ça prend. Donc, on le dit d'ailleurs dans nos vidéos, on a souvent dit, quand vous passez, on préfère que les gens passent avec nous, hein, c'est notre chaîne, donc on prêche pour notre paroisse. Mais de manière générale, n'importe qui, quand il rentre en contact avec une agence, essaie de filtrer les informations qui sont factuelles et les partis pris de l'agent. Il y a un agent, parce que lui, à titre personnel, il n'aime pas un quartier, bah, il y a des chances qu'il démonte, alors potentiellement, le profil du client correspond parfaitement à ce quartier. Tu vois. Il y a beaucoup de partis pris. Nous, on le dit dans les vidéos, nous, on pense que ça va être là-dessus, ça va partir dans ce sens-là. Après, on a déjà été surpris, on n'a pas eu bon à tout, tu vois. On n'a pas non plus une boule de cristal. Il y a des choses qu'on connaît, qu'on a vues par le passé, mais c'est une ville qui est en constante... ça bouge tout le temps, tu vois. C'est intéressant, en tout cas, c'est une ville, c'est un cas d'étude intéressant, tu vois. Ouais, et puis je pense, moi, quand je suis venu ici, je suis arrivé ici, j'avais 25 ans. Où j'étais à Lille, c'était que des industries textiles qui fermaient avec des trucs à redévelopper. Où c'était, tu vois, c'est pas la zone, mais tu voyais pas trop l'avenir, tu sais pas trop comment ça allait. Dès que tu voulais faire des permis de construire, c'était compliqué. Tu avais l'urbanisme, tu avais plein de trucs. Alors que tu es là, il y a un truc pourri, tu essayes de faire mieux et tu vois, on t'embête, tu vois. Et du coup, quand tu viens ici et que tu vois que en fait,
ils peuvent enlever des maisons pour faire un canal, construire une tour, dire vas-y, on va faire un bête d'aéroport, tous des trucs comme ça. Après, il y a les capitaux à chercher, forcément, c'est pas gratuit, mais ils veulent développer, ils regardent ce que tout le monde fait, ils essayent de faire mieux, et je trouve que c'est appréciable. Et surtout qu'il n'y ait pas de politique, c'est-à-dire qu'on ne me demande pas ton avis, on ne demande pas votre avis, on fait des trucs. Après, toi, tu peux décider, t'aimes bien ou t'aimes pas. Mais c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est la plupart des gens, ils viennent ici, ils veulent que ça soit fait à leur sauce, alors qu'ils ne sont pas chez eux, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un point à rappeler, ça. Et il y a 90% d'étrangers. Donc voilà, au final, on travaille tous pour l'État et pour que ça soit mieux. Et voilà. Donc, il y a un côté, tout le monde va dans la même direction. Et... Ouais, en tout cas, c'est peu importe ce qui se passe, malgré les erreurs qu'ils ont commises sur le parcours, ils continuent d'avancer, quoi. Ouais, mais si tu fais pas d'erreur. C'est toujours pareil. Tu peux rester en France et cracher sur tout le monde et rien faire. Et voilà, au moins tu viens ici. C'est risqué. Pour moi, je pense que c'était un pari risqué. Tu as quand même des endroits où c'est plus stable et moins risqué. Mais voilà. Et après, tu as tous ces gens qui te disent Dubaï, c'est fini, il faut aller en Arabie Saoudite. Ça fait longtemps qu'on entend ça. Ouais. Moi, j'y suis souvent. Enfin, j'y vais très, très régulièrement en Arabie Saoudite. Effectivement, ça avance à pas de géant, mais Dubaï aussi. Donc, si Dubaï a 10 ans d'avance maintenant, dans 10 ans, ils auront encore 10 ans d'avance. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'ils ont mis assez d'espace entre eux et la concurrence. Ouais, et puis il faut faire venir les familles. Parce que c'est toujours bien de gagner des sous. Au final, tout le monde gagne des sous. Si tu travailles, tu gagnes des sous. Mais est-ce que c'est un endroit où tu as envie de vivre, etc. C'est ça. Ce que les gens arrivent à faire ici, c'est que tu le vois avec notamment par exemple les footballeurs. Tu as quand même beaucoup de footballeurs qui jouent là-bas et leur famille vit ici. Sûr. Donc, ça en dit long. Voilà, tu as des États où soit la religion elle est plus ou moins là, soit la politique elle est plus ou moins là. Tu trouves l'endroit qui te plaît. Mais ici, je veux dire, il n'y a que 3 millions et quelques habitants. C'est rien en fait. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est une pastille. Quand tu es ici, tu as l'impression que c'est le centre du monde. Voilà, exactement. C'est pas du tout vrai. Quand tu es là, tu as l'impression que tout tourne autour de cette ville. Et le pire, en plus, l'algorithme n'aidant pas, tu vois. Comme tu as dit, tu commences à regarder des vidéos françaises, francophones sur Dubaï. Tu as l'impression que toute la France ne parle et ne vit que par le biais de Dubaï. C'est la destination phare. Et tu peux te balader dans des patelins en France. Le mec dit jamais de la vie. Même des gens qui ont de l'argent. Hein. T'as l'impression qu'il y a un appel d'air, c'est tous les Français, tout le monde débarque à Dubaï, tu vois. Bon, bref. Alors que c'est une ville très clivante. Hein. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Bon, bref. Et c'est vrai que quand t'es ici, t'as l'impression que c'est le centre du monde. Mais voilà, il y a plusieurs pôles. Hein. Il y en a, c'est. D'ailleurs, moi, je crois pas trop justement à l'appel d'air asiatique. Même avec le casino, tu vois, à Ras Al Khaimah, tout le monde dit que les Chinois vont débarquer en masse. Je pense que Macao, Singapour, etc., c'est plus leur zone. Il va y en avoir un petit peu, mais globalement, chacun sa zone, quoi. Mais en tout cas, c'est une ville intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On a fait un petit tour, un petit topo. on est glissé très loin de le commercial et essayer de revenir. Non, mais c'est souvent ça, de toute façon, nos podcasts. On est quasiment 2 heures, là. Tu vois, donc on pourra se refaire un épisode avec Pierre. N'hésitez pas à aller... C'est Better Call Pierre, tout attaché. Voilà, n'hésitez pas à aller... Ah oui. Notamment sur Instagram. Un peu de TikTok, mais plus sur Instagram. On va se laisser sur ce point-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, c'est quoi ton parti pris ? Parce que tu fais de la création de contenu en anglais. Ouais. T'as jamais testé la niche française ? Non. Je pense que l'idée, déjà, elle vient de... déjà, le nom, il est en anglais. Ouais. Donc, vaut mieux appeler Pierre, c'était un peu trop long en anglais, en français. Non, en fait, moi, je pense que de base, quand je suis arrivé ici, moi, j'ai vécu un peu aux États-Unis, en Russie. Et à chaque fois que je suis allé à l'étranger, j'ai l'impression que les Français, c'était un peu de la glu entre eux, tu vois. Ils voyaient que des Français. Et moi, j'étais venu ici sans famille, sans amis. Je connaissais personne ici. Et du coup, je suis arrivé dans une boîte où il n'y avait que des Anglais, un peu style Powerhouse, mais un peu différent. Et au final, j'ai jamais eu de connexion avec le réseau français en tant que tel. Donc, j'ai toujours travaillé en anglais. Better Call Pierre, j'ai créé mon premier site internet, je crois, en 2015. Et en fait, étonnamment, et ça, c'est mon plus grand regret, je pense, j'ai pas fait de contenu depuis le début, alors que je voyais tout le monde en faire et que je savais que c'était le truc à faire et que je voulais le faire, mais que j'avais jamais, soit on m'avait pas trop poussé, soit je sais pas comment, et j'avais pas le déclic, quoi. Alors que quand je fais des visites, les gens ils disent c'est trop bien, t'es une encyclopédie, on apprend plein de trucs et tout, mais pourquoi tu partages pas ? Et en fait, ça reste. Et du coup, l'idée de le faire en anglais, c'est que vu que je fais que mes visites en anglais, la plupart dans le commercial, les clients français que j'ai eus, ils ont tous acheté du résidentiel en majorité. Du coup, ce que je le connais en anglais, et je pense que c'est réducteur pour moi, ayant une telle connaissance de la ville, de le faire
que en français. Et après, maintenant, avec les algorithmes des comptes, tu peux plus faire une langue et l'autre. Il faut faire 2 comptes différents. Un compte, c'est déjà suffisamment de choses à faire. Et on va dire, pour mon bien personnel, j'arrive à faire mes vidéos facilement, sans script, sans rien. C'est de mes idées à moi, on me donne pas d'idées. Je vais à un endroit, je fais des trucs comme ça et voilà. Du coup, ça, c'est assez facile à faire, mais le faire en anglais, en français, et les créateurs de contenu que j'utilise, les personnes qui s'occupent de mon compte, ils parlent pas français. Donc c'est pareil, tu as les problèmes des sous-titres, de tous ces trucs-là, donc à gérer. Donc dans l'anglais, c'était bien. Et je pense que maintenant, l'anglais, c'est quand même beaucoup plus démocratisé qu'avant. Et la personne qui s'adresse au marché de Dubaï et qui ne parle pas anglais, bonne chance à lui, parce que le jour où il va arriver chez un développeur, à mon avis, soit il se fait entuber par une agent français qui vient d'arriver et qui essaye de... Voilà, je parle français, je vais vous dire tout, comment ça marche. Mais si tu ne parles pas anglais, vaut mieux pas acheter d'immobilier ici, quoi. Parce que ton agent qui va t'aider, il parle français. Tout le service client du développeur, tu n'auras pas un français. C'est clair. Et après, la vie du marché secondaire, tu arrives à Edjari, tu arrives à Diwa, on parle français, ok, ciao, il n'y a pas de français ici, donc tu ne pourras rien faire en français. Donc c'était mon parti pris de le faire en anglais. J'ai pas vraiment choisi de ne pas le faire en français, mais mon idée, ça s'est fait naturellement. Je parle anglais, je suis dans un marché anglophone, je veux atteindre le plus de monde possible. L'anglais, pour moi, c'était même pas une discussion en fait. Et dernière question, c'est quoi la nationalité la plus représentée dans tes clients au niveau du commercial? C'est les Indiens? Iran et local. Ok. Mais Iran origine, pas Iran passeport. Ok. Canadien, US. Bah ouais, tous des gens qui sont. Mais il y a même des Français, tous des gens qui ont d'autres passeports, mais perses d'origine. Ok. Et après, beaucoup de locaux parce que ça fait longtemps que je suis là et que c'est avec que je travaille. Et après, plus récemment, un peu de Russes parce que pareil, les Russes, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux Français, quand les Russes sont arrivés ici, ils sont arrivés avec une mentalité de si je trouve un gars qui parle russe, il va m'aider. Ils les ont tous. Ils ont vu que. Ils les ont tous bien saignés et ils ont tous bien compris que en fait, c'est pas parce que tu parles russe que tu es un gars honnête. Et en fait, étonnamment, on a une vision assez similaire au niveau de la rationalité des choses, etc. C'est plus une vision européenne qu'ils ont des choses. Donc quand ils viennent ici, ils veulent pas savoir ce que tu penses toi. Ils disent donne-moi les chiffres, dis-moi ce que toi tu ferais. Et après, si soit ce que tu veux faire, ça correspond à ce qu'ils veulent faire à eux, ils te suivent. Voilà. Ok, donc, intéressant. Ce qui est un peu la politique actuelle du monde des flux de capitaux, etc. Dans le commercial, de toute façon, c'est de l'argent plus long terme, donc c'est pas on met de l'argent pour le ressortir. Ils cherchent pas des coûts. Donc c'est vraiment de l'achat très très long terme. Cool. Voilà. Super, en tout cas très intéressant. N'hésitez pas, comme d'hab les gars, likez, partagez. Dites-nous ce que vous en avez pensé et je pense qu'on se refera un podcast quand nos emplois du temps le permettront tous ensemble. C'était très intéressant. Merci d'être passé, Pierre. Merci, c'est super sympa. Même moi, j'ai appris des trucs. On a tous appris, j'imagine que vous aussi. En fait, j'ai appris, et c'est aussi des billets de confirmation, parce qu'à un moment, tu as commencé à tout décrire. Tu décrivais du vécu, quoi. Ouais, du vécu. Tu sais, quand tu as parlé des malls en construction, voilà. Après, tu as oublié un mall, parce que moi, j'habitais en plein Covid, après, je n'ai pas parlé, mais en plein Covid, j'habitais à JVC. Et il y a deux malls. Il y a le JVC, celui-là, qui n'a pas été fini, et il y a l'autre JVC. Circle Mall est ouvert, je crois. Il est ouvert, celui-là. Mais il y en a un autre qui était de l'autre côté. Il était comme ça, où tu devais monter. Ouais, c'est celui-là, c'est celui-là, j'ai dit, JVT, celui-là. Il n'y a toujours pas ouvert, celui-là. Non. Et c'est un bon projet, parce que ça partait comme ça. Il y avait déjà la bretelle qui te permettait de rentrer dans le parking. En fait, juste pour finir là-dessus, tous les promoteurs étatiques ont quasiment tous fusionné ensemble. Donc, tu as eu Meraz, Dubai Properties, Dubai Holding, Nakhil et Meydan. C'est devenu une entité maintenant, qui est un peu sous Dubai Holding, mais ils gardent des marques. Et en fait, Meydan One, c'est Meydan. Al-Khail Heights, c'est Nakhil. Deira Island, c'est Nakhil. Du coup, en fait, c'est tout le même groupe. Donc, ce que tu peux voir, c'est que tout va repartir en même temps. C'est-à-dire quand ils vont refaire le retail, ils vont tout faire en même temps. Et tu peux t'attendre à un méga mall qui arrivera près de Pam Jebel Ali, c'est obligé. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Donc, à surveiller. Donc voilà, le retail. Et après, toujours bien d'acheter près d'un mall. C'est vrai que Arbor et tout, avec le nouveau mall de Emar aussi. Ouais, on en avait parlé au moment de l'annonce. Il avait arrêté, là, ils en ont 7 cette année, il y a 7 malls qui vont ouvrir. J'attends vraiment avec impatience celui de Expo City. J'aime beaucoup ce secteur. Et il est déjà full loué. Waouh, impressionnant. Donc, franchement, c'est... Pour tous les clients qui cherchent, il n'y a rien à trouver.
C'est une machine d'efficacité, Emmar. Hein. Bah, en fait, c'est Emmar, Ouais, Emmar, c'était une fusion entre les deux, mais c'est le mall qui est fait par Emmar. Et après, tu as le World Trade Center qui déplace là-bas. C'est ça le plus gros truc en 2026, c'est l'ouverture de World Trade Center. C'est ce on a fait une vidéo là-bas et on a dit que nous, c'est ce qui nous hypait le plus. Parce qu'on pense que. En plus, je crois que c'est une seule station de métro de l'aéroport, non? Ouais, c'est ça. Bon, l'aéroport, c'est le projet Inch'Allah un peu parce qu'on ne sait pas quand. Donc, les gens qui achètent à Expo City, il faut leur faire, ok, il y a le World Trade Center, il y a les autoroutes, il y a tout. T'es pas loin de Palm Jebel Ali. Mais l'aéroport, c'est pas maintenant. Surtout pour des gens qui achètent sous 2-3 ans, l'aéroport, il va pas ouvrir sous 2-3 ans. Non, c'est clair. Faut être patient. Mais je pense que c'est un super achat à long terme. Vraiment. En tout cas, nous, on y croit dur comme fer. Et après, seul l'avenir le dira, mais bon. On se reverra dans quelques années. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Merci.